Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Talkie Oui Oui, où on va parler orientalisme, on va parler harem, on va parler sultan, on va parler de toutes les choses qui font fantasmer l'Occident, et on va essayer de déconstruire plein d'idées reçues autour de ça et de faire véritablement de l'histoire et aussi de l'anthropologie de ces sociétés médiévales. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Madame Jocelyne Daclia. Bonsoir. 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 Je suis très heureux de vous recevoir. Alors, je vais vous présenter brièvement. Vous me direz s'il y a des choses à rajouter. Vous êtes historienne et anthropologue. Vous êtes franco-tunisienne. C'est important. On en discutera peut-être durant la discussion parce que ça joue aussi sur l'orientation de vos travaux. Vous êtes spécialisée de la Méditerranée musulmane, des problématiques de genre autour du Maghreb, et vous adoptez une méthode interdisciplinaire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment L'oubli de la cité, à la découverte en 1990, qui est tiré de votre thèse, c'est ça? Oui, Vous avez aussi écrit Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, qui est en 2 tomes, les deux aux éditions Albin Michel en 2011. Vous avez écrit aussi Tunisie, le pays sans bruit, à Actes Sud aussi en 2011, donc très active. Vous avez écrit en 2014 Islamicité, aux presses universitaires de France. Et enfin, ce monumental travail en 3 tomes, chaque tome de 700 pages. C'est immense, vraiment un travail qui m'a impressionné. C'est Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, du 14e au 20e siècle. Et c'est aux éditions Anarchasis. Est-ce que je me trompe sur la... Anacarsis à Toulouse. Anarchasis à Toulouse, c'est vraiment un travail extraordinaire. On va en parler. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans la présentation? On peut revenir sur certains points, mais Ouais, ben, en fait, moi, il y a plein de choses sur lesquelles on va revenir. Et déjà, il y a anthropologue et historienne. Oui. En quoi ça consiste d'être en Alors, même temps anthropologue et historienne? voilà. Alors, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la recherche à l'époque, à la grande époque de l'anthropologie historique, à l'époque où Le Goff, Jean-Claude Schmitt, etc., lançaient l'anthropologie historique en France. C'était en vogue et c'était une autre façon de faire de l'histoire. Donc j'ai été formée, si vous voulez, à cette école-là. Et j'ai commencé par travailler sur la mémoire collective, en l'occurrence dans une société du sud de la Tunisie. Et donc, pour travailler sur la mémoire collective, il fallait, en fonction des interviews que je faisais, je me reportais aux différentes périodes historiques dont parlaient les gens, dont semblaient parler les gens. Et donc, je naviguais à travers le temps, ce qui n'est pas une méthode strictement historique, mais qui a été classée comme anthropologique. Et donc, depuis ce moment-là, on me dit systématiquement, vous êtes historienne et anthropologue. Ouais. C'est vrai qu'avec l'anthropologie historique, on lisait beaucoup d'anthropologie, et puis qu'il y avait des auteurs anthropologues qui faisaient partie de notre fond intellectuel et scientifique. Mais je ne me dirais plus anthropologue. Et j'ai pris une certaine distance à la fois par rapport à l'anthropologie et par rapport à l'anthropologie historique. C'est dû à quoi ces distances? Est-ce que c'est aussi le... Alors, historiquement, il y a eu un caractère assez colonial dans l'anthropologie. Est-ce que c'est en lien aussi avec ça? Alors, il y a cette dimension, et puis il y a une dimension qui peut être coloniale aussi, qui fait que l'anthropologie historique, par définition, elle opère une forme de culturalisation, c'est-à-dire qu'on postule des systèmes ou des choses qui traversent le temps. Et donc, il y a un accent très fort qui est porté sur la culture et sur des permanences Ouais. à travers les époques. Ouais. Et ça amène, la culturalisation amène à une forme de racisme, finalement, culturel. Et de ce fait, ça rejoint aussi l'option coloniale, oui. Ouais. Oui, parce qu'on va en parler, parce qu'on voit dans votre travail que, en fait, à chaque fois qu'on a une idée préconçue sur le passé ou sur une société, on comprend qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et donc, vous avez d'abord vous avez une formation d'historienne. Vous préférez le terme historienne, c'est ça? Oui, de plus en plus. D'accord, d'accord. Et c'est quoi qui vous a... Alors,
J'ai oublié aussi un petit détail parce qu'on va parler d'une personne que les gens ici aiment beaucoup. Oui, Vous avez aussi, c'était votre élève Gianfranco Rebuccini, oui, qui est la directrice de thèse de tout à Gianfranco fait, Rebuccini, tout à fait. pour que les gens voient un petit peu Oui. le niveau. Donc voilà, il était très bien entouré. Et Maintenant, c'est donc un collègue, un ami. maintenant, d'ailleurs, je le salue, Oui. Gianfranco. Bah, voilà, ils sont contents d'entendre Gianfranco. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'aller dans ce champ d'études-là? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui vous ont inspiré ou est-ce que c'est plus des expériences personnelles qui vous ont poussé là-dedans? Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais c'est vrai que le fait d'être d'une famille franco-tunisienne, vivant en Tunisie, mais dans cette confrontation constante à la différence qui faisait la France et à la question aussi d'un rapport asymétrique Hmm. hérité de la colonisation, c'est vrai que ça m'a donné envie non seulement de comprendre la société dans laquelle je vivais ou les sociétés dans lesquelles je vivais, mais de les expliquer les unes aux autres, de Hmm. traduire en quelque sorte, d'interpréter et de traduire. Et je pense que c'est ça, à la base, mon moteur de recherche, si j'ose dire. Après, oui, selon les époques, il y a des chercheurs qui donnent le ton ou qui font référence. Mais je me rends compte que les références qui avaient cours quand j'ai commencé mes études ne sont plus celles qui font sens aujourd'hui. D'accord. Et pour différentes raisons aussi, je peux avoir pris de la distance. Oui, il faut avoir une approche dynamique, il faut s'actualiser, il faut voir les changements qu'il y a. Oui, puis remettre même ces chercheurs dans leur temps. Par D'accord. exemple, il y avait une très forte, j'allais dire, dévotion par rapport à Braudel, très grand historien. Maintenant, on redécouvre plus je dirais pas les côtés sombres de Braudel, mais enfin, l'inscription de sa pensée dans un moule, qui était aussi un moule, là pour le coup, colonial, Hmm. francocentrique, européocentrique, et assez condescendant par rapport aux sociétés maghrébines. Ouais. Mais justement, ça me permet de rebondir sur ça. Comme je dis, vous êtes franco-tunisienne, vous avez partagé votre vie entre la France et la Tunisie, vous avez fait des études en Tunisie. Et sur le rapport colonial, est-ce qu'il y a toujours un rapport colonial au sein des universités, notamment dans les universités européennes par rapport aux productions théoriques au Maghreb? Est-ce qu'il y a encore un rapport de domination Ah ça, c'est très net, oui. Spécialement le Maghreb. Spécialement le Maghreb. Il y a encore une vision un peu ancillaire du Maghreb, comme étant à la fois scientifiquement pas très intéressant, Ouais. culturellement un petit peu, bon voilà, c'est plus une terre de vacances qu'une terre d'études, même s'il y a de grands chercheurs qui travaillent sur le Maghreb, mais je parle d'une vision un peu globale. Et oui, il y a une méconnaissance, une ignorance de ce qui se fait, de ce qu'on pense même dans les universités maghrébines. Ça tient à la fois à des raisons linguistiques, des coupures Ouais. linguistiques, le fait que, en dehors des spécialistes, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les productions en langue arabe, ça c'est Hmm. une chose. Il y a très peu de Ou dans traductions d'autres aussi. langues, il y a peu de traductions. Même les traductions, il faut aussi les accompagner. Et puis en sens inverse, c'est vrai que les universités maghrébines sont peu anglophones, ou à quelques exceptions près. Ouais. Et donc là aussi, il y a une forme de décalage dans le dialogue scientifique. Bah, c'est vrai que même si on peut même prendre, nous, le cas des militants antiracistes et des coloniaux, je veux dire, on va aussi très peu puiser chez des chercheurs qui travaillent actuellement au Maghreb. Je veux dire, même pour parler du Maghreb et tout, on va plutôt voir des chercheurs qui travaillent qu'en France et francophones, et on va pas aller voir plutôt Oui. du... Et ils le ressentent. Oui, ouais, il y a un Ils le retour sur ressentent. ça, il y a... Oui, Qu'est-ce que oui. ça provoque chez les chercheurs Oui, en tout cas, il y a le sentiment d'une faille. On ne parle pas du même lieu. On parle pas du même lieu, donc parfois ils ont l'impression qu'on parle pour eux. Et ils ne se D'accord. reconnaissent pas dans ce qui se dit en France, et notamment dans certaines prises de position des coloniales, ils ne se reconnaissent pas. D'accord. Donc là, il y a un peu un dialogue manqué, il faudrait un peu raccorder les fils, quoi. Oui, il y a quelqu'un, Juni, qui dit oui, et par exemple, les diplômes de l'université au Maghreb sont vraiment mal considérés en France. Oui. Donc ça peut amener des parts d'incompréhension et j'imagine du ressentiment par rapport aux productions dans le Nord.
Oui, il y a une déconsidération qui est à la fois intellectuelle, culturelle, qui est là pour le coup aussi un héritage colonial. Et oui, Oui, mais et vous, parce que ça rentre aussi dans tout le truc de cet rapport colonial où les individus sont plus parlés qu'ils ne parlent. Donc on oui, voit qu'il y a encore cette reproduction-là oui, dans le travail universitaire. Et vous, c'est l'un des grands sujets de votre recherche, c'est la question de l'orientalisme. oui. Euh, Avant qu'on aille vraiment, parce qu'il y a vraiment plein de choses à débroussailler, vraiment plein de choses à explorer, euh, qu'est-ce que c'est l'orientalisme? Comment on pourrait définir l'orientalisme? Oui, alors, si vous permettez, avant qu'on s'engage sur cette question, je voudrais rajouter un mot par rapport à ce dialogue manqué au Nord-Sud, Maghreb, Nord-Sud. Oui, France. voilà. Il y a eu une période dans les années 60-70 où la rupture était moindre. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'intellectuels maghrébins qui étaient présents sur la scène publique française, en ce sens qu'ils étaient publiés par des grands éditeurs comme La Ouais. Découverte. Il y avait les Abdallah Laroui, Hichem Djaït. Il y avait des penseurs algériens aussi, ou algériennes, qui étaient publiés en France. Et donc la rupture était moindre. Je pense aussi à Mernissi au Oui. Maroc. Et donc il y a eu plutôt une régression par rapport à ça, et une coupure, une séparation. Et je dois dire que le 7 octobre a largement consacré encore plus Ouais. le principe d'une séparation. Mais il y a quelqu'un qui met, bien vu l'ambiance en ce moment, refaire un dialogue, c'est compliqué, non? Donc oui, Oui, l'actualité politique joue aussi tout dans à fait. la façon. Après, le dialogue avec qui? C'est ça la question. Oui, oui, aussi, Oui. aussi. Donc oui, Alors, je sur reviens sur la l'orientalisme. question de Oui, l'orientalisme, pardon. oui. Comment on pourrait définir, ce serait quoi la définition large de l'orientalisme? Euh, alors, moi, comment dire, je brandis pas l'orientalisme ou l'anti-orientalisme. Je l'attrape à bras le corps, mais j'en fais pas un concept. Ouais. L'orientalisme, j'allais dire, c'est ce qui nous envahit. C'est ce qui pervertit notre regard en permanence, notamment, alors pour le cas du Maghreb, quand on cherche des images, systématiquement, on va tomber sur l'orientalisme, sur des tableaux orientalistes. Mm. Et donc, c'est ce qui, à chaque fois, amoindrit, rabaisse les sujets du Sud et introduit l'idée d'une mollesse, d'une faiblesse, Mm. ou d'un trope méridien, d'un trope voilà, du Sud, qui est tantôt un trope violent, tantôt hypersexuel, Oui, enfin, ça change selon. voilà, tout un appareil de préjugés, de préconçus, qui sont d'autant plus difficiles à combattre que ils justifient aussi d'une forme d'attirance, enfin, Mm. ils peuvent, comment dire, Il y a une fascination. voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a une fascination, et d'autre part, ils sont d'autant plus difficiles à combattre que parfois ils sont aussi intériorisés par Oui. les acteurs concernés. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est aussi ce que vous montrez dans le livre, c'est que dans ce processus d'orientalisme, il y a l'idée de faire des antagonismes forts qui nient aussi le fait que dans la réalité, il y a aussi des mélanges. Il n'y a pas eu que des C'est ça. confrontations, il y a aussi des mélanges, il y a aussi toujours eu une sorte de métissage. Absolument. On voit bien ça au XIXe siècle, qui est le siècle de l'orientalisme pictural florissant. C'est là qu'on voit le mieux cette tension entre un Orient supposé et un Occident supposé. Bon, ça, Édouard Saïd, bien sûr, l'a bien montré. Mais dans la réalité, ce que redécouvre de plus en plus la recherche historique, c'est qu'il y a eu un fil continu Mm. d'interaction, d'hybridation, de métissage, de relations pacifiques ou tendues, Ouais. mais en tout cas en permanence, Mm. des mélanges, des Des échanges, rencontres. voilà, et puis des formes de transversalité, des similitudes. Hmm. Bah, justement, avant qu'on en vienne sur les trois tomes de Harem et Sultan, je voulais qu'on discute quelques minutes du livre Les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Et en fait, dans le discours médiatico-politique, on a l'impression que, et surtout dans le discours raciste et islamophobe, on a l'impression qu'il y a une nouveauté depuis peut-être la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'arrivée des musulmans, non seulement sur le territoire français, mais sur le territoire européen.
Alors Oui. ça, c'est une idée complètement fausse. Il y avait déjà une présence musulmane. On pourrait penser à l'Espagne, mais même en France, il y avait déjà une présence musulmane, Tout à c'est ça? fait, tout à fait. C'est-à-dire que, alors je voudrais préciser que c'est un ouvrage collectif. Ouais, C'est un projet dont j'ai eu l'initiative, mais que j'ai conduit avec une équipe de chercheurs, historiens pour la plupart, quelques anthropologues. Et l'idée, c'était ça, c'était faire de la recherche vraiment pour agir sur le débat public, le débat civique, puisque, notamment depuis le 11 septembre 2001, on n'arrêtait pas d'entendre qu'on était confronté au problème de l'islam ouais. comme un problème nouveau et qui nécessitait des solutions nouvelles et qui soulevait des problèmes nouveaux. Or, de manière un petit peu intuitive, on a voulu aller voir ce qu'il en était Ouais. d'une présence musulmane au long cours en Europe occidentale. Et là, je dois dire qu'on a trouvé beaucoup plus de musulmans qu'on ne le pensait. Vous avez été Oui, étonné vous-même? nous-mêmes, on a été étonnés. C'est-à-dire on en était resté un petit peu à ce qu'on sait, c'est-à-dire quelques ambassades, quelques circulations. En gros, le principe, c'était toujours, il y a une asymétrie. Les Européens explorent le monde, ont un esprit aventureux, puis ils sont allés à la rencontre des musulmans, ils ont appris les langues orientales, ils ont créé des écoles de langue orientale, alors que les musulmans, eux, n'auraient pas été curieux du monde. Oui. Ça, c'était la thèse de Bernard Lewis, notamment. Voilà, ils auraient décliné parce qu'ils n'avaient pas de curiosité à l'égard des cultures autres que les leurs. Et puis, quand on va chercher, on trouve. Dire qu'on trouve, on a trouvé en quantité des marchands musulmans, mais on a trouvé aussi des esclaves musulmans Mhm. en Europe, donc les mêmes D'accord. phénomènes qu'il y avait de l'autre côté de la Méditerranée ou dans l'Empire ottoman ou autre. Donc, quantité d'esclaves musulmans, par exemple, ou de captifs musulmans, qui sont ensuite baptisés ou non, des galériens musulmans en quantité. En fait, on arrive, sans pouvoir chiffrer ces phénomènes, puisque de toute façon, chiffrer Oui. dans ces périodes, il n'y a pas les Ça me semble statistiques, compliqué. c'est pas évident, mais en tout cas, des proportions vraiment tout à fait importantes Ouais. pour ces périodes et qui interdisent de penser que c'est un phénomène, disons, au mieux, qui commence au début du 19e siècle avec l'importation de main-d'œuvre coloniale dans les mines du nord de la France ou de Lorraine. Et, et donc, on a finalement une société française ou britannique ou italienne, etc., qui s'est constituée avec un apport au fil du temps aussi Mm. de musulmans. Mais c'est vrai que si on se dit qu'il y a des Européens qui sont descendus, il y a forcément des musulmans, des Maghrébins qui ont aussi qui ont circulé, quoi. C'était pas le. Ben voilà, Ouais. c'est ça aussi l'effet, la conséquence euh, de dynamiques de recherche qui mettent plus l'accent sur la mobilité, la circulation, qui Mm. mettent l'accent sur des logiques historiques à l'échelle du monde. Et là, on se dit, mais il n'y a pas de raison. S'il Oui. y en a qui circulent, pourquoi les autres, ils ne bougeraient pas? Mm. Alors, soi-disant, parce qu'ils n'osaient pas aller dans les territoires, on trouve des fatwas de muftis qui auraient dit n'allez pas dans le Ouais. territoire des chrétiens. Peut-être qu'ils le disaient, mais Oui, c'est pas mais pour ça que les gens n'y allaient pas. Mais ça, c'est aussi, Et donc, on en parle, une vision un peu caricaturale du monde musulman. ça. C'est s'il y a un moufti qui dit ça, les gens, Voilà. voilà, c'est des robots. Ils obéissent, Voilà. ils font ce qu'ils te disent. Il y a quelqu'un qui parle le scandale des fresques cachées de Carcassonne. Ça vous dit quelque chose? Pas exactement parce que ça fait plusieurs années, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est en train de redécouvrir, y compris en France, une archéologie de l'islam qui avait été complètement oubliée, je dirais pas occultée sciemment, mais Oui. enfin, on pensait même pas à Qui était mis de chercher. côté. Tout à fait. Alors qu'effectivement, dans cette région ou à Narbonne, on trouve plein de traces de la présence musulmane, comme on en trouve dans l'onomastique, où il y a plein de régions avec des cheminées sarrasines, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait des Sarrasins qui vivaient là, Ouais. mais ça veut dire qu'il y a une pensée de cette présence, oui. D'ailleurs, il y a le livre, Jean-Paul Desmoules en parle dans son livre Oui. sur la France éternelle, Oui. qui est sorti aux éditions La Fabrique. Mais même, c'est aussi, on se rend pas compte parce que pour nous, la Méditerranée, c'est ce qui sépare l'Afrique de l'Europe. Mais en fait, c'était un territoire d'échange assez extraordinaire. On peut Permanent. même parler d'une civilisation méditerranéenne.
Oui, alors Alors, j'irai pas civilisation est un terme un jusque-là. peu fort. J'irai pas jusque-là parce que ça suppose un Ouais. méditerranéisme, une sorte de culture commune, et ça peut aussi avoir des relents annexionnistes, parce que le méditerranéisme est aussi à la base de toute une politique coloniale, D'accord. notamment au début du XXe siècle. Donc je serais prudente par On va rapport pas à ça, utiliser le mot civilisation. mais c'est vrai qu'à l'échelle D'accord. d'un grand bassin méditerranéen, et en descendant même au sud du Sahara, on a des gens qui circulent de manière relativement banale, et puis notamment des musulmans qui ont appris les langues de l'Europe occidentale et qui les parlent couramment. Hmm, Donc même s'il n'y a pas eu de création d'écoles savantes, il y a une pratique sur le tas. hmm. Il y a un rapport de familiarité avec l'Europe. Et est-ce que est-ce qu'on connaît un peu la manière, est-ce que ces musulmans qui étaient dans les territoires européens, en France, etc., ils étaient intégrés à ces sociétés? Est-ce qu'on sait à peu près comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une Oui, cohabitation? Mais en fait, après, il y a aussi, ça amène, je pense, que les gens à poser plein de choses parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on pose trop nos catégories d'aujourd'hui, alors que je pense que français au XVIe siècle n'avait pas du tout le même sens qu'on a maintenant. Ou même chrétien, ou même. oui. De toute façon, c'était des sociétés beaucoup plus composites, beaucoup plus hétérogènes qu'aujourd'hui, où à 100 km de distance, les gens ne parlaient pas forcément la même langue, etc. Donc, d'une certaine façon, c'était plus facile d'intégrer des étrangers dans D'accord. ce contexte que dans un contexte où tout le Mmh. monde est un peu pareil et où l'étranger va détonner tout de suite. Et donc, il y a eu des formes d'intégration très nettes, très claires de ces musulmans. Certains étaient par exemple des évadés des galères qui pouvaient être baptisés, se marier sur place, faire souche, et Mmh. puis après on perdait leurs traces. Oui, Déjà, ils oui, changeaient de c'est nom, plus comme, voilà. ouais. Donc c'est le type d'intégration qu'on peut rencontrer. En revanche, il y a des formes il y a des différences, il y a des formes d'asymétrie. Et par exemple, vous avez la possibilité dans les sociétés musulmanes, vous avez la possibilité pour des Européens de toutes origines sociales de trouver leur place et de faire carrière, par exemple, au sein de l'État. Mmh. Vous avez eu quantité de ministres, que ce soit dans les sociétés maghrébines ou les sociétés ottomanes, qui étaient d'origine européenne, Mmh. convertis à l'islam ou pas d'ailleurs. Ouais, d'accord, ouais. Et c'était des sociétés d'intégration. Et ça, déjà, c'est contre-intuitif. Oui, oui. Alors que dans les sociétés européennes de ces périodes, il est rare qu'on voit des musulmans d'origine qui fassent une carrière notable et qui s'élèvent socialement de manière marquante. D'accord. Donc elles étaient plus ouvertes que les sociétés européennes? Paradoxalement, oui. Ouais, Paradoxalement, oui. par rapport aux clichés Dans les qu'on deux a. cas, on trouvait sa place, Ouais. mais c'était plutôt au bas de l'échelle, je dirais, dans les sociétés dites occidentales, avec quelques exceptions remarquables. Par exemple, il y a un Turc d'origine qui a été intendant et trésorier du roi d'Angleterre. Enfin, D'accord. voilà. Ok, ouais, il y a quelques Il y a exemples comme ça. quelques exceptions Ouais. remarquables. Oui. Justement, là, c'est la question de l'échange et des rapports entre l'Europe et le Maghreb, le Moyen-Orient. Et je me demandais, comme je dis, vous êtes franco-tunisienne, vous avez Oui. fait vos études, vous avez vécu aussi en Tunisie et en France. Est-ce que ça joue aussi dans votre volonté d'étudier ces espaces de rencontre entre deux espaces qu'on présente aujourd'hui comme diamétralement opposés, et même comme deux civilisations que tout oppose, au point qu'aujourd'hui on parle de guerre de civilisation. Est-ce Mm. que votre situation fait que c'était quand même ça jouait dans votre... Oui, sûrement, oui, bien sûr. Oui, ça jouait, comme je vous le disais, j'avais l'envie constante de traduire, d'expliquer, de dissiper les malentendus de part Ouais. et d'autre. Et, euh, et c'est cette perspective, disons, conciliatrice Hmm. ou réconciliatrice, je l'ai gardée longtemps. Par exemple, avec des collègues, au tout début des années 90, on a créé une association qui s'appelait Barbaresque, parce qu'on voyait qu'il y avait un éloignement qui se produisait entre notamment les jeunes chercheurs du sud de la Méditerranée
et de France. Et donc, l'idée, c'était de faire venir des jeunes chercheurs en France pour retisser des liens. Et il y avait cette idée, bon, le Maghreb s'arabise, donc en gros, on les laisse partir. Ouais. Voilà. Et c'était avant, juste au début de la décennie noire. Bon. Et donc, j'étais dans cette perspective de maintenir des liens, expliquer. Maintenant, je me rends compte que finalement, c'est peine perdue. Je dirais même que c'est au-delà du rationnel, que la haine, elle est première, quoi. Ouais. Qu'on est au-delà. Le racisme est trop fort, c'est ça là? Ouais. Ça atteint un stade où. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. C'est au-delà des mots. Mais même dans le monde universitaire? Même dans le monde universitaire. D'accord. Ça va être vous inquiète? Ah oui, ça va être plus feutré. Ouais. Ça va être euphémisé, ils vont mettre des formes. Mais... C'est ça. Mais il n'y a même plus la générosité du début des années 90, des générations Touche pas à mon pote. Ouais, il n'y a même pas ce... Oui, c'est-à-dire qu'il y a une peur, alors qui a basculé sur une peur de l'islam. Ouais. Bon, on peut l'expliquer, on peut la comprendre. Hein. Mais en tout cas, je me rends compte que désormais, ça n'a plus beaucoup de sens d'aller faire, comme je l'ai fait pendant longtemps, des présentations en médiathèque, enfin, d'aller, en gros, essayer d'expliquer, voilà, de donner des éléments. À l'époque, et là, c'est ça. Il y avait une demande. Alors, il y a une demande toujours, mais pas des mêmes personnes. Je pense qu'il y a une demande aujourd'hui forte de gens qui sont en souffrance parce qu'ils se sentent minorés, parce qu'ils se sentent assignés, parce qu'ils se sentent évidemment racisés et qui ont besoin d'un discours alternatif, qui ont besoin de voir qu'on peut très bien lire l'histoire autrement et qu'il n'y a pas de raison d'être toujours sur la défensive à répondre à une histoire qui vous rabaisse, qui est humiliante. Parce que cette histoire, de toute façon, moi, je la considère comme dépassée. Cette façon de lire l'histoire, elle est dépassée. Et ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas la seule à tenir ce discours. Paradoxalement, depuis quelques décennies, et peut-être surtout depuis le 11 septembre 2001, il y a eu un élan de recherche extraordinaire sur les sociétés du monde islamique, sur l'islam, sur le monde arabe, le monde ottoman, le monde moghol, séfévide, etc. Tout ce qu'on veut. Enfin, il y a vraiment tous les clichés orientalistes. Mais oui, peut-être parce que le 11 septembre a initié des crédits de recherche, a initié aussi une curiosité nouvelle. En tout cas, on a un dynamisme de la recherche qui s'était jamais vu et un renouvellement aussi des cadres interprétatifs qui est inouï. Et ça ne passe pas. Et non seulement ça ne passe pas, mais il y a même une régression intellectuelle, je dirais. C'est le retour de bâton, on pourrait dire. Oui, il y a un retour de bâton, mais il y a aussi le fait que, je pense, après le 11 septembre surtout, beaucoup de gens se sont dit, mais ces spécialistes, ils nous ont raconté n'importe quoi, ils n'ont pas vu venir la catastrophe, ou bien ils ont de la sympathie pour leur objet d'étude et ils sont suspects. Donc, on va lire nous-mêmes et on va dire nous-mêmes ce qu'il y a à dire sur ces gens. Voilà. Et donc, beaucoup d'auteurs se sont emparés d'une littérature complètement dépassée, obsolète, toute la littérature sur le déclin de l'islam, toute la littérature sur l'apogée médiévale et ensuite c'est la décadence. Et tout ça continue de faire des dégâts aujourd'hui, alors que scientifiquement, c'est complètement dépassé. Oui, alors... il y a certains chercheurs ou chercheuses qui aujourd'hui ont pignon sur eux, non pas dans la sphère académique, mais dans la sphère médiatico-politique. C'est au-delà des idées qui servent un discours raciste. Il y a le niveau de la recherche qui est assez affligeant. Moi, je pense à Bergeau-Bacler. Ce qui m'a impressionné, c'est le niveau d'analyse qu'elle a sur ces sociétés-là. On sent qu'il n'y a pas eu de travail vraiment d'enquête. Mais après, oui, c'est aussi, j'ai l'impression que en plus les débats médiatiques influent maintenant sur les débats académiques et on voit qu'il y a vraiment une atmosphère qui est assez pesante dans le monde universitaire, quoi, à la recherche des financements. Oui, je crois que ce serait une sorte de macartisme parfois qui peut inquiéter.
tout à fait. Alors, ce serait un tort de penser qu'il y a d'un côté les chercheurs Ouais. qui sont dans l'objectivité voilà, d'un renouvellement, et puis de l'autre côté la sphère médiatique ignorante. Non, il y a des chercheurs effectivement qui sont clairement sympathisants de ces idées, qui cultivent une forme d'islamophobie, soit par opportunisme, soit parce que sincèrement, C'est par conviction, voilà, certains. par Ouais. conviction tout simplement, et conviction politique, oui, non. Et donc, il y a ces divisions, et il y a aussi cette espèce de guerre pour se placer ou pour émerger, sortir du lot, je ne sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, quand vous êtes invité dans un média, ce qui passe le mieux, c'est les positions caricaturales et tranchées. Si vous commencez par dire, attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. On avait vu ça je me rappelle d'un débat sur la Palestine après le 7 octobre, où une chercheuse qui travaillait notamment sur le Hamas et qui était pourtant pas pro-Hamas, Oui. mais qui disait qu'on pouvait pas comparer Hamas, Daesh parce que c'était d'autres logiques, ça avait provoqué un scandale. Oui. Alors qu'elle disait non, mais c'est juste des termes académiques, on pouvait pas, il y a des C'est mouvements, ça. il y a des... Et oui, on a besoin de... Dites ça dans la C'est ça. caricature. C'est ça. C'est pour ça aussi que je disais que maintenant, on ne peut plus, comme je le pensais il y a quelque temps, il y a 20 ans, 25 ans, je pensais qu'on pouvait faire passer la recherche vive en temps réel dans le débat public. Ouais. Maintenant, je me rends compte que ce n'est pas possible. Ah, c'est- Parce qu'il y a trop de distorsions, il y a trop de violence, le débat est devenu trop violent. Et donc, sur la base d'un simple malentendu ou du fait qu'on ne comprend pas Oui. qu'un concept, il peut avoir un sens dans Oui. tel contexte, etc., ça peut déchaîner des passions terribles. Et donc, du coup, je me dis, il faut aussi préserver des lieux Ouais. qui sont des lieux, je dirais pas fermés, mais une forme d'entre-soi scientifique pour préparer des éléments livrables, mais ils sont pas livrables comme ça. Ah oui, mais Voilà, il faut tester, il faut expérimenter, il faut... Mais il y a tellement de clichés racistes, islamophobes que c'est difficile parfois ça demanderait de leur dire à la télé, bon, attendez, vous avez 3 heures, on va revenir sur certains trucs parce que là, vous mélangez tout. Donc oui, c'est vrai que sur un plateau télé, c'est pas possible, quoi. Dans le champ Non. médiatique, c'est pas possible. Et ouais, il y a les gens qui sont un peu, qui sont un peu choqués par ce qui se passe à l'université. Mais bon, on va quand même réussir, on va quand même essayer de garder espoir et d'être optimiste. Avant qu'on parle des 3 tomes qui nous intéressent, Oui. je rappelle juste aux gens de ne pas hésiter à soutenir la chaîne. Aussi sur YouTube, vous avez les liens en description pour le Tipeee de la Zawa Prod, pour pouvoir continuer à tourner ces émissions en plateau, pour avoir des gens à la réal. Donc n'hésitez pas à soutenir la page Tipeee. Il y a aussi le lien Streamlabs. N'hésitez pas à faire des dons, partager cette vidéo. Et sur Twitch, n'hésitez pas à faire des dons. Ça nous permet de continuer ces émissions. Alors, quelqu'un me demande si c'est pas dommage de déserter le terrain comme ça. J'appelle pas ça déserter parce que ce que je viens Continuez à produire, vous je êtes là. continue à produire, et ce que je viens de publier, c'est une façon de peser sur le débat. Et quand je dis peser, c'est 3,2 kg Oui. le coffret. Donc, c'est vraiment mettre à disposition des éléments documentés avec des arguments, des éléments de preuve, de la bibliographie. Je veux pas dire c'est du lourd, mais Ah ben c'est mais voilà, il s'agit de peser sur le débat. Donc, je dis pas déserter. Quand on est interpellé, bien sûr, il faut répondre. Mais justement, nous, on n'intéresse pas. Nous, chercheurs qui essayons de penser la complexité ou de penser autrement, C'est moins on n'intéresse pas les médias de toute c'est moins façon. spectaculaire, il faut aller lire. C'est ça aussi le problème. Il faut lire. Et puis, si c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on attend, Ouais. moi, je vois, par exemple, si vous dites harem, les gens, ils attendent le discours de la femme victime, Oui. systématiquement, ou ils attendent quelque chose d'un peu émoustillant. Si c'est pas ça que vous leur donnez, ils sont déconcertés C'est plus utile, quoi. et méfiants. Ouais. Voilà. Donc, il faut faire avec ça et trouver d'autres moyens d'intervenir. Et de propager le discours. Mais Oui. Et moi, mon idée, c'est qu'il ne faut pas seulement, il ne faut pas intervenir dans le débat sur des termes qu'on n'a pas choisis. Si les questions sont biaisées, si les questions, sont pourries, parce que c'est souvent le cas, c'est un terrain sur lequel
on gagne rien à s'engager parce qu'on a l'air toujours sur la défensive et du coup, on est toujours mauvais. Donc, il faut qu'on puisse poser nos propres questions ou poser les questions comme on pense qu'elles devraient être posées. Et c'est là qu'il faut se faire entendre. Ouais. Oui, il faut réussir à imposer son paradigme alors que Voilà, toujours, exactement. on est toujours dans Exactement cette ça. défensive-là. Et Il faut créer l'alternative. Et justement, là, on va parler de votre ouvrage, de vos ouvrages Harem et Sultan. Et là aussi, on voit, c'est un travail assez. Moi, ça m'a impressionné. Hein. Je veux dire, il y a un travail d'archives aussi sur les représentations et tout. Vous faites 6 siècles, il me semble, sur l'histoire du Maroc. Vous allez sur plein de détails et tout. C'est vraiment un vrai travail de recherche. Et c'est ce qui est un peu difficile aussi pour les gens qui ne veulent pas prendre la peine de réfléchir. C'est qu'il faut aller lire ce genre de travail, quoi. C'est pas le petit ouvrage de 100 pages pour raconter n'importe quoi sur les trucs qu'on a déjà entendus. Moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir voulu faire ce travail sur... là, ça va davantage être sur la société marocaine du 14e au 20e siècle et sur ces harems, sur ce qu'on appelle le harem, on y viendra. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ça ? Sur le Maroc ou sur ces sujets D'abord sur le Maroc et après sur le... alors, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour les questions politiques et pour les modèles politiques à l'œuvre dans ces sociétés, puisqu'il y a une disqualification forte du politique dans l'ensemble des sociétés islamiques. Et il y a un problème, le diagnostic d'un problème politique, d'un autoritarisme. Voilà. Et donc, depuis très longtemps, ce sont des questions qui m'intéressent. Et j'ai déjà publié 2 livres sur cette question. Il y en a un qui s'appelle Le Divan des rois, sur les rapports entre religieux et politiques en islam, et sur tout ce que j'ai appelé les lieux communs du pouvoir. L'idée d'un pouvoir toujours instable, l'idée de rotation politique toujours accélérée. Et puis, il y a eu un deuxième livre qui s'appelle L'Empire des passions, sur la question de l'affect, sur l'idée que il y a des favoris, ou plus rarement des favorites, qui vont s'emparer de l'esprit d'un gouvernant. Par la séduction. Voilà, c'est ça. Et du coup, le royaume va à volo à cause de ça. L'échec du politique mis en rapport avec des questions d'affect du despote. Et donc, cette réflexion sur le despotisme, je l'avais depuis longtemps. Et c'est là que, en parcourant des textes de manière extensive, alors là, pour le coup, à l'échelle de toute l'histoire du monde islamique, et en prenant connaissance aussi de tous les ouvrages de Conseil aux princes, enfin, en gros, d'une sorte de vulgate de la bonne politique, je me suis rendu compte qu'il y avait une place très, très maigre pour le Maghreb en général, et pour le Maroc plus particulièrement, par rapport à d'autres grands empires. Oui, c'est vrai qu'on va plus faire sur l'Empire ottoman. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'Empire ottoman même qui... C'est ça, le despotisme oriental, c'est l'Empire ottoman, c'est la Perse, Montesquieu. Bon. Oui. Et donc, j'ai voulu aller voir de plus près, toujours aussi dans l'idée de réhabiliter historiquement le Maghreb, de lui donner plus d'épaisseur et de lui donner une forme, je dirais pas de grandeur nécessairement, mais de dignité historique, pas cette téléologie de la colonisation en permanence. Voilà. Et donc, c'est ce qui a justifié mon choix du Maroc et de ces sujets, c'est-à-dire de... Le harem, j'imagine que c'est aussi tout le cliché qui y a autour de ça, parce que j'ai l'impression que l'un des grands objectifs aussi de ce travail, c'est de, en même temps, détruire les clichés un peu orientalistes qu'on a dessus, mais en même temps de ne pas tomber aussi dans certains travers qu'on pourrait trouver dans certains travaux des coloniaux, d'une idéalisation aussi du passé, c'est ça ? D'essayer de trouver un équilibre entre les deux ? Tout à fait, non, il n'y a jamais d'idéalisation du passé. Et même quand je parle de redonner sa dignité à une histoire, ça peut être sa dignité avec sa violence, avec ses brutalités, ses injustices, ses hiérarchies. Ça veut dire que tout était parfait à l'époque. Non, ça veut dire qu'il y avait des rationalités que nous avons perdues de vue, il y avait un sens de la justice, il y avait... Donc c'est redonner sa complexité et sortir du cliché des sociétés prostrées, voilà, complètement atones. Oui, où rien ne bouge, voilà, exactement. se perpétue une domination. C'est ça.
Ouais, on va venir sur ça et notamment l'un des grands clichés que vous déconstruisez, c'est la place des femmes. On va y venir. Mais justement, comment ça se passe quand on fait un travail d'histoire pour travailler sur les questions des femmes notamment, avec le travail d'archives où on a l'impression qu'il n'y a aucun matériau sur ça? Comment ça se passe? Alors, ça, c'est une question sur laquelle beaucoup d'historiennes, notamment, ont réfléchi, puisque ce sont surtout des femmes qui ont fait de l'histoire des femmes avant de faire de l'histoire du genre. Et ça, c'est une question qui s'est posée dans plein de sociétés. Alors, ça a justifié une certaine résistance des universités maghrébines, notamment, à faire de l'histoire des femmes en disant mais on n'a pas les archives, il n'y a pas Ouais. d'archives. Mais en fait, c'est aller dans le sens d'un préjugé qui est que dans ces sociétés, la question des femmes serait taboue, donc que les hommes ne parleraient pas des femmes, et donc il n'y aurait rien sur les femmes Ouais. On fait dans, absolument rien. voilà, dans les chroniques, par exemple, dans les textes, alors que c'est pas vrai. Et si on se met à relire la documentation, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses sur les femmes qu'on ne le pense, simplement qu'on ne la cherchait pas. Ouais. Et si on cherche, on trouve, c'est toujours pareil. Et donc, même des textes écrits par des hommes, donc andrographiques, peuvent ménager beaucoup plus de place qu'on ne pense aux femmes, et une place qui n'est pas celle qu'on pense. Ouais. Et vous accordez aussi beaucoup d'importance aux images, aux représentations picturales, c'est ça? Oui, alors d'abord, j'ai eu des lectures assez extensives, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ces représentations du harem ou les discours sur le harem, on les trouve dans toutes sortes de littératures. Il faut aller voir la poésie, il faut aller voir aussi Ouais. le théâtre européen, par exemple. Il y a beaucoup de choses sur ces questions. La littérature de fiction, aussi bien que les textes historiques. Et puis, c'est un peu en cours de route. J'avoue que je n'avais pas anticipé à ce point la question de l'iconographie. J'ai pris conscience déjà du poids de l'orientalisme pictural. Ouais. C'est-à-dire notamment dans des régions comme le Maghreb, où il y a une tradition aniconographique. Il n'y a pas de tradition figurative. Ouais, oui. Il n'y a pas du tout l'art de la miniature de cour qu'il peut y avoir en Perse, qu'il peut y avoir dans l'Empire ottoman. Je pense par exemple au roman d'Orhan Pamuk, Mon nom est rouge, sur ces miniaturistes. L'Empire moghol aussi, il y a des images. Et là, il n'y a pas d'image figurative. Ouais. Et donc, du coup, ça contribue à ce qui n'est pas de chair. Enfin, ça contribue un petit peu à flouter cette région, mais ça contribue aussi à lui donner une place subalterne, enfin, lui donner une place un peu invisibilisée et très bas dans les hiérarchies des civilisations. Oui. Si on ne produit pas de tableaux, d'images figuratives, voilà. Et donc, c'était réellement un problème, et ça a accentué ce côté culturaliste. Parce que les images sont produites par les autres, en fait. Les images sont produites par les autres, mais elles peuvent être justes en même temps. Oui, elles oui. peuvent être produites par les autres, mais si c'est un autre qui a été sur place, je veux dire, on en fait quelque chose, elle présente un intérêt. Mais ce que je constatais, c'est que, par exemple, quelqu'un publie un livre sur le Moyen-Âge, et puis, hop, sur la couverture, on va mettre un tableau du 19e siècle, orientaliste, pour l'illustrer. Donc, il y a un télescopage des périodes, et il y a l'idée de société qui ne bouge pas. Oui. Qui est toujours la même. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est ça le schème culturel qu'il faut un petit peu faire bouger, quoi. Est-ce que c'est ça la plus grande difficulté quand on travaille sur l'histoire, ou est-ce qu'il y a aussi vous voyez aussi le risque parfois d'avoir un anachronisme, même en utilisant certains concepts, notamment le concept de patriarcat. Oui. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de patriarcat à l'époque, mais de ne pas appliquer tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est ça, il y a toujours un travail d'essayer de recontextualiser à l'époque. Oui, et ça, c'est pas forcément quelque chose qui passe facilement. Oui. Parce que, patriarcat, c'est une notion militante. Donc on l'emploie couramment, on en a besoin. Si patriarcat, ça veut dire domination masculine, je suis complètement d'accord. Hein. Mais après, je dirais que c'est une notion qui, dans ces contextes, a une valeur analytique, mais pas une valeur descriptive. C'est-à-dire, sur le plan historique, si on cherche la grande maison patriarcale avec le patriarche qui règne sur ses fils, les femmes de ses fils, ses filles, etc., il n'y a pas.
D'accord, Je veux dire, les structures démographiques font que c'est très rare. L'espérance de vie étant ce qu'elle est, c'est très rare. Et puis, c'était des sociétés comme partout, au Moyen-Âge ou à l'époque dite moderne, c'est-à-dire, en gros, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a pas la pénicilline, etc. Il y a beaucoup de situations d'épidémie, il y a beaucoup de famine, il y a beaucoup de disette, il y a beaucoup de peste, il y a beaucoup de guerres. Ouais. Et donc, on a très souvent des familles déstructurées. D'accord, c'est pas les familles d'aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Et donc, du coup, il y a beaucoup de femmes seules, par exemple. Il y a beaucoup de femmes seules qui ne sont pas en puissance de mari, qui ne sont pas sous la tutelle d'un père ou d'un frère. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à redécouvrir, justement. Redécouvrir qu'il y a une autonomie féminine, parfois contrainte, de femmes obligées de travailler pour survivre, de femmes soutien de famille. Il y a une réalité aussi qu'on est en train de redécouvrir, c'est l'importance du célibat dans ces sociétés. Beaucoup de célibataires, hommes et femmes. Et donc, du coup, patriarcat, ça veut dire quoi C'est à relativiser. En tout cas, c'est à explorer. Oui, c'est ça, c'est que effectivement, tout au long de l'histoire qu'on connaît, tendanciellement les hommes ont dominé les femmes, mais ça suffit pas à expliquer comment ça a pu se matérialiser, quelles sont les différences selon les sociétés, selon les régions. Ça n'a pas le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Que juste dire patriarcat, on n'explique pas grand-chose de comment marchaient ces sociétés. Exact. Oui. On va venir sur tout ça parce que là, on est en train d'explorer des choses qui sont passionnantes et d'ailleurs, c'est les sujets qu'on n'arrête pas de discuter souvent avec les gens du chat. La première question, c'est quoi un harem au final? Comment on peut définir un harem? Parce que alors moi, le cliché que j'avais aussi, comme beaucoup, c'est un espace où en fait il y a des femmes et les gens puissants, les hommes puissants viennent se servir de ces femmes-là. Et parfois, ces femmes-là peuvent tirer leur épingle du jeu en chuchotant des choses à leur amant. Qu'est-ce qu'on appelle un harem? Et même le terme harem, parfois il y a gynécée que vous dites. Oui. Gynécée ou sérail. Moi, pour l'Empire ottoman, j'entendais plus sérail. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ça? C'est un sujet extrêmement vaste, mais voilà. En fait, c'est pas effectivement, c'est pas simple parce que harem, c'est devenu un terme générique pour nous aujourd'hui. C'est même un terme qui s'emploie en zoologie, par exemple. D'accord, d'accord, ok. C'est quand un mâle a plusieurs partenaires, c'est vrai que, plusieurs partenaires sexuels. Et donc, dans ces sociétés musulmanes, mais pas que, je veux dire, il y a eu des harems ou des gynécées dans plein de sociétés avant l'islam et en dehors de l'islam, en Chine, par exemple. Oui, c'est vrai que... Voilà. Et donc, le principe, c'est la pluralité des partenaires sexuels licites pour un homme. Bon. Dans la pratique et dans la réalité, très peu de gens, une minorité, une élite, avaient des harems. Les études dont on dispose montrent que dans la plupart des sociétés, la majorité des hommes n'avaient qu'une seule épouse. Ils pouvaient avoir une servante avec qui ils avaient des relations, ou une esclave. Mais bon, ça peut se discuter. En tout cas, les grands harems sont essentiellement des harems sultaniens, donc de personnages politiques puissants. Et effectivement, ils pouvaient avoir 4 épouses simultanées et un grand nombre de concubines ou de partenaires sexuels, esclaves ou non esclaves, sans parler aussi de jeunes pages ou de jeunes éphèbes avec qui ils pouvaient avoir des relations aussi. Voilà, donc ça c'est sur un plan, disons, on peut dire plus ou moins licite. Plus ou moins licite. Sachant que les enfants issus de ces unions avaient tous les mêmes droits. D'accord, ok. Ils avaient tous les mêmes droits sur un plan légal, sur un plan juridique. Ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est pas la réalité qu'on a en Europe, où il pouvait y avoir il pouvait y avoir les mêmes pratiques, dire beaucoup de monarques ou de gens puissants ou moins puissants d'ailleurs pouvaient avoir aussi plusieurs ménages. Oui, ils disent les rois de France avaient plusieurs concubines. C'est ça, exactement. Puis il y avait ce qu'on appelait des bâtards, mais qui n'avaient pas les mêmes droits que les enfants légitimes. Alors après, harem, ça c'est un terme qui s'est imposé tardivement. Oui. Et notamment, moi je suis partie d'une enquête à partir du Maroc,
Mais toujours à partir du Maroc, j'essaye de voir ailleurs ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et on voit qu'au Maroc, l'importation du terme harem, elle est très tardive. Oui. Elle commence dans les langues européennes, elle commence seulement à la fin du XVIIIe siècle, voire au tout début du XIXe siècle. Jusque-là, on parlait de sérail. Ouais. Voilà. Et dans la langue arabe, on ne parlait pas de harem. On parlait de huram, les femmes. Les femmes, les épouses, on parlait des concubines, mais on ne disait pas le harem. Ouais. Et ça, beaucoup d'historiens avant moi ont fait cette remarque. Oui. Que c'est un terme qu'on a imposé. C'est un terme, oui, qui finalement s'est imposé très, très tardivement, qui est maintenant devenu banal et admis, mais qui n'a pas été au plus long du cours de l'histoire. Oui. Et donc déjà, je veux dire, contrairement aux clichés, il n'y avait pas que des femmes dans ce harem. Il y avait aussi... Alors, est-ce qu'il faut parler d'abord? Est-ce qu'il faut parler de harem? Voilà. Déjà, c'est un terme rétro-projeté. Okay. Ouais. Alors, moi, je dis, dans le premier tome, je dis gynécée. D'accord. Je dis gynécée pour les périodes médiévales jusqu'au, disons, XVIe siècle. Je dis gynécée parce qu'il n'y a pas de problématique du harem. D'accord, il n'y a pas de fantasme particulier de l'Europe. Ça n'apparaît pas encore dans les discours. Non. Donc, je prends le terme le plus neutre. Gynécée. Voilà, neutre, on peut discuter sa neutralité parce que c'est un terme emprunté à la Grèce. La Grèce, maintenant, il y a des travaux qui montrent qu'on a imaginé le gynécée de la Grèce antique en référence au harem oriental. Okay, donc ça se mord la queue. Ouais. Mais bon, admettons. Ensuite, l'époque dite moderne, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, les gens parlaient surtout de sérail. Même pour l'Empire ottoman, on parle de... Mais sérail, ça me semble presque plus politique. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sérail, ça veut dire à la fois le palais avec ses rouages, comme on dit aujourd'hui, lui, c'est un homme du sérail. Ouais. Donc il a été formé à l'intérieur du lieu de pouvoir. Quoi. Ça serait presque la cour, on pourrait dire Oui, la cour, le palais, l'Élysée, c'est le sérail. Enfin, d'accord, ok. Bon, voilà. Et en même temps, c'est une partie particulière du sérail, c'est les femmes. Le sérail, c'est aussi l'ensemble des femmes. Ce qui dénote un rôle politique attribué à ces femmes. Une actorialité politique qui leur était reconnue, le fait qu'on use du même terme. Et c'est seulement dans le cours du 19e siècle qu'on se met vraiment à parler de harem, dans un moment où le regard occidental a complètement dépolitisé ces mêmes femmes. Oui. Et est en train de dépolitiser aussi toute... l'ensemble de la sphère gouvernante il y a quelqu'un qui demande, masculine. Oui. Il y a quelqu'un qui demande comme un caravansérail, c'est autre chose, non? Caravansérail, oui, c'est un fondouk. Sérail, c'est un terme qu'on utilisait aussi pour les maisons. Au XVIe siècle, par exemple, on trouve tel marchand rentra dans son sérail, ça veut dire qu'il est rentré chez lui. Alors, pour revenir à la question du harem, en fait, c'est par abus, je pense, qu'on imagine un lieu où il n'y a que des femmes. Oui, parce que de toute façon, il y avait toujours des hommes. Oui. Il y avait le maître de maison, il y avait ses enfants, il y avait une partie de sa famille, des garçons de la famille ou des hommes de la famille qui avaient accès aux appartements privés, tout simplement. Ouais. Et puis, il y avait des hommes qui étaient admis à l'intérieur, avec plus ou moins de tolérance, de latence, de latitude. Il y avait des eunuques, surtout dans les cours, parce qu'ils coûtaient très cher. Donc, c'était vraiment un critère, là, pour le coup, de prospérité, enfin, d'aisance sociale. Mais il y avait aussi des jeunes pages, il y avait pouvait y avoir des chrétiens qui travaillaient pour le palais, des bijoutiers, par exemple, qui venaient voir les femmes, ou des couturiers, ou il y avait des intendants juifs dans ces palais marocains, donc qui géraient les fortunes des femmes, leurs biens immobiliers, leurs affaires d'argent. Donc c'était pas un espace fermé, quoi. Non, c'était ouvert, ça vivait, il y avait des... Ça vivait, ça sortait, voilà. Et puis les femmes entre elles, il y avait des hiérarchies entre elles. Il y avait des hiérarchies entre elles qui étaient fondées sur leurs origines sociales. C'est pas un monde étal où chacune ne dispose que des armes sexuelles, en gros, pour tirer son épingle du jeu. C'est pas la séduction qui faisait la différence. Donc c'est un monde où quand on arrivait en tant que fille d'eux,
Bah, évidemment, on On avait avait un prestige. forcément, puis on arrivait avec toute une équipe de servantes, d'esclaves pour vous servir, avec de Mm. l'argent du dehors qui arrivait aussi, qui pouvait aider. Mais ça n'empêchait pas qu'il pouvait y avoir des ascensions sociales importantes pour des gens dégourdis, hommes et femmes, qui bon, arrivaient effectivement à Mm. monnayer leurs services, par exemple, Mm. d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça qui est je veux dire, l'un des axes majeurs dans les livres là, c'est que c'est des sociétés qui sont mouvantes en fait, C'est ça. qui bougent, il y a de la mobilité sociale. Et justement, quand on parle des harems, des sérails, mais plus largement des sociétés dans le monde arabo-musulman en général, il y a vraiment l'impression d'un monde qui est despotique et qui n'a jamais changé, qui est statique et tout. Ça, c'est complètement contraire à la Voilà, réalité. tout à fait. Et moi, je voudrais vraiment casser cette image-là. Je ne suis pas la seule à y travailler, hein. Comme je vous le disais, je m'appuie toujours sur des travaux de collègues aussi qui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on en est resté à l'idée de sociétés extrêmement sédentaires, qui ne bougent pas, où les femmes spécialement ne bougeraient pas, Ouais. forcément, puisqu'elles sont opprimées, Mm. empêchées déjà de sortir de chez elles, donc Oui. voyager, pensez donc. Et en réalité, ça bouge de tous les côtés. Ouais. Alors, ça bouge parce que parfois, c'est une contrainte forte. L'esclavage amène à bouger, la guerre, la famine, etc. amène à Mm. bouger, amène à des déplacements d'hommes et de femmes. Mais il y a aussi quantité de déplacements à l'initiative des acteurs, beaucoup de gens qui décident de partir au pèlerinage, qui font du commerce. Et donc, et notamment, c'est un des acquis de notre étude sur les musulmans dans l'histoire de l'Europe, de voir l'importance d'un commerce musulman aussi Oui, tout simplement aussi. en Europe, ou des circulations de médecins, par exemple, Mm. de gens qui pratiquent la médecine, qui Mm. parfois s'autoproclament médecins. Mais c'est pour montrer qu'il peut y avoir aussi une importation de pratiques médicales du Sud vers Ouais. l'Europe occidentale, et pas toujours cette idée, voilà, ils étaient en retard, Mm. et l'importation de la médecine occidentale s'est faite au XIXe siècle. Oui, l'idée de mobilité, elle était même présente à l'époque. Vous dites, il y avait même parfois l'idée que tu es riche un jour et tu peux être pauvre un autre jour, tellement il y avait de la mobilité. Enfin, C'est je veux pas ça, dire que c'était vraiment la c'est ça. réalité, mais il y avait ce C'est ça. dicton-là C'est qui... ça, il y a des dynamiques sociales ascendantes et descendantes en permanence. J'ajouterais que c'était des sociétés où on constate que le commerce est fortement valorisé, Ouais. ce qui n'était pas le cas en Europe occidentale, où par exemple les nobles n'étaient pas censés Oui. commercer, C'est sinon sale. ils dérogeaient, oui c'est ça. Alors que là, on se rend compte que tout le monde plus ou moins pratiquait le commerce, d'où une forme de mépris par exemple pour les gens de la cour, parce qu'ils faisaient du Mm. commerce. Ouais. Le sultan faisait du commerce. Ouais. On a des grands lettrés qui n'hésitaient pas à faire du commerce. Mm, d'accord. Ils pouvaient vivre aussi, Ça. y compris d'un travail de boutiquier. Ouais. Ça il n'y avait pas de honte à ça. Ouais. C'était parfaitement valorisé. Oui, c'est Et- difficile à comprendre, même parce qu'aujourd'hui, avec la logique capitaliste libérale, c'est bien de faire du commerce, mais à l'époque, en France, Oui, c'était... c'était pas le cas. C'est le bas peuple, quoi. C'est vraiment les petits gens qui faisaient du commerce. C'est ça, c'est ça. Et donc là, il n'y avait pas de honte à chercher à s'enrichir, ni à avoir ces pratiques, y compris dans l'itinérance. Hmm. Il y a quelqu'un qui dit, en plus du côté despotique, j'ai aussi l'impression qu'il y a une image d'un monde qui ne fonctionnerait que par intrigue-trahison. Oui, c'est vrai, il y a ce cliché. C'est ce qui avait justifié mon étude sur la question de l'affect. Ouais. Sur la question des affects, en gros, les gens qui fonctionnent à la passion, et dans la passion, il y a aussi l'affect de la trahison. Alors, est-ce que c'est pas lié aussi à justement à l'idée que ça va se jouer dans les coulisses, Ouais. ça va se jouer dans les alcôves, l'idée des révolutions de palais, ça c'est beaucoup importé de l'Empire ottoman notamment, Hmm. les femmes qui intriguent avec leurs eunuques et les sultans qui sont démis à l'intérieur du palais, les révolutions de palais. Bon, ça, on peut montrer que en réalité, ça se joue pas à huis clos.
Oui, qu'il y a toujours un une contact avec articulation l'extérieur. avec l'extérieur. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un prince qui est propulsé, c'est qu'il a des appuis à l'extérieur, Oui, il y a des rapports de il y a force. des rapports de force, ça veut dire qu'il a des soutiens, ça veut dire soit qu'on a acheté des soutiens, soit que lui, il a été acheté aussi. Ouais. Parfois, on voit des tribus ou des régions, des villes, bon, qui vont pousser un candidat, qui lui fournissent les moyens, qui lui disent allez, vas-y. Et c'est un moyen de rebattre les cartes en permanence. Donc il y a effectivement cette forme d'instabilité qu'on a beaucoup analysée comme une faiblesse, Ouais. comme le signe d'une vulnérabilité et d'un manque de légitimité, alors qu'on peut y voir, à la limite, une composante démocratique. Le fait que le jeu, le jeu bouge. Ouais. On peut rebattre les cartes en permanence. Ouais. Alors, il y a une question un peu longue, je la prendrai après. Il y a aussi, parmi les clichés qu'on a sur l'analyse, ça revient de plus en plus en force, que ce soit dans le champ militant, médiatique et tout. J'aimerais bien avoir votre avis. Il y a pas mal de gens qui pensent que pour comprendre ces sociétés arabo-musulmanes, il suffit d'aller lire le Coran et la Sunna. Ah, Que si tu as lu ce hadith et ce verset du Coran, tu comprends comment fonctionnent ces sociétés. Vous en pensez quoi de cette vision-là? euh, moi, je ne pense pas, non. Je pense que lire le Coran et la Sunna, surtout le Coran, c'est des textes difficiles quand Oui, on les prend comme ça, sans précaution. C'est des textes beaux à entendre déjà. ouais, Enfin, je veux dire, c'est peut-être une autre approche déjà. Mais d'abord, tout rabattre sur le religieux, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. ouais. Je veux dire, c'est les acteurs concernés. Est-ce qu'ils avaient seulement lu le Coran et la Sunna? Il y en avait combien? Oui, même oui, à Voilà, l'époque, c'est ça. combien oui, c'est vrai. Donc pourquoi? J'avais vraiment jamais réfléchi à ça, mais oui, combien, Oui, oui, oui. je veux dire, il y avait des villages qui suppliaient le voyageur de passage qui connaissait un peu de Coran de rester pour leur enseigner le Coran, Ouais, qui lui proposaient de se marier sur place, de le payer, etc. Parce qu'ils n'avaient personne pour apprendre le Coran à leurs enfants. Ou ouais, d'autres, ça ne les intéressait pas, tout simplement. ouais, Donc je veux dire, pourquoi ce rabattement systématique sur le texte religieux, sachant que les spécialistes du texte eux-mêmes, souvent, justement, disputaient entre eux, ouais, il y a des n'étaient pas désaccords. d'accord, il y avait des interprétations divergentes. Il y a aussi, j'imagine, des influences aussi politiques qui peuvent pousser certains religieux à avoir telle interprétation. Bien sûr, il y avait des religieux de cour qui pouvaient être disgraciés et ensuite qui changeaient de discours, etc. Mais c'est cette idée que le politique serait complètement indissociable Du religieux. du religieux et que la vie sociale ne se concevrait pas, enfin, il y a une forme d'hégémonie Oui. du religieux dans tous les aspects de la vie sociale. Historiquement, c'est faux. Bah, je pense que même dans l'époque du Moyen Âge, enfin ce qu'on appelle le Moyen Âge, Oui, on pourrait au revenir sens aussi sur large. ce terme. Oui, Voilà, mais je veux dire, en France, on a l'idée que la France chrétienne, mais je veux dire, ça n'avait pas le même sens entre un grand savant chrétien et je pense les populations françaises qui avaient aussi une autre manière d'avoir un rapport au spirituel ou peut-être que même leur organisation sociale n'était pas liée forcément à ce que disait le grand savant. J'ai l'impression que on a un peu l'image que s'il y a un imam ou un moufti qui dit ça, la population va forcément ça. déjà va être au courant de ce qu'il a dit et va forcément on va l'appliquer tel quel. forcément suivre, oui. Oui, j'imagine qu'il y a aussi d'autres pratiques populaires, même de rapport à l'islam, quoi. Bien sûr, et puis de même qu'en France, le curé avait beau dire en chair ne pratiquez pas le concubinage, par exemple, il y en Oui. avait plein qui avaient des enfants, qui avaient leur maîtresse à la porte de leur domicile ou chez eux. Enfin bref, donc on savait très bien ce qu'il en était. Non, c'est plutôt ce rabattement systématique, comme s'il y avait une sorte de totalitarisme Ouais. du religieux dans ces périodes. Oui. Ben, ouais, mais je ne sais pas si vous avez travaillé aussi sur à quel point est-ce qu'il y avait un fort contrôle des institutions religieuses sur la vie des gens ou c'était plus difficile de le faire à l'époque? Parce que je trouve que maintenant l'État moderne donne plus de possibilités de vraiment contrôler, de voir. Est-ce que vous savez si à l'époque c'était un peu plus diffus ou... Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a périodiquement
des cycles d'intolérance ou des phases d'intolérance où tout d'un coup, vous avez tout un courant réformiste de gens qui disent il faut que les femmes arrêtent de sortir de chez elles, même pour travailler, Ouais. ou bien oui, si elles doivent travailler vraiment, mais enfin, bon. Donc Mm. on a ce genre de choses. Là, je prendrais par exemple le cas du Rif dans le nord du Maroc, où tout d'un coup, il y a eu des réformateurs, par ailleurs très intéressants, qui se sont mis à tonner contre les efféminés. Parce qu'il y avait tout un groupe de jeunes gens, qu'on pourrait dire queer, qui servaient notamment de tatoueurs, ou D'accord. qui étaient musiciens. C'est Alors, quelle période, ça? 16e siècle. D'accord, ok. Oui, il y a une petite littérature là-dessus. Et tout d'un coup, ils partent en guerre, il faut moraliser la vie publique. Mm. Et donc, ce sont des hommes qui doivent ressembler à des hommes et ne plus s'approcher du corps nu des femmes pour les tatouer, par Ouais. exemple, lors des mariages. Donc, on a des phases comme ça d'intolérance. Mais en dehors de ces phases sur lesquelles ça produit de l'écrit, on ne sait pas très bien exactement Comment ça se quels passe, ça, étaient les accommodements. Ouais. Voilà. Et quand on regarde, là, on va faire les clichés que vous attaquez et tout dans ce livre et montrer la complexité de l'organisation sociale et surtout d'avoir une vision dynamique. C'est ça qui est très important, de vraiment, parce que c'est toujours en vie, donc il y a toujours Voilà. des changements, des négociations, des rapports de force, des reculs. Et moi, Oui, j'ai l'impression. pour moi, c'est ça qui est essentiel, de montrer que c'est des situations, enfin, comment dire, Ça vit, c'est des quoi. sociétés où les gens bougent, voilà, Ouais. où ça vit, où il y a constamment du sang neuf ou des idées neuves. Voilà, il y Ouais. a une dynamique. Et quand on regarde les clichés sur le monde arabo-musulman à partir de l'Europe, il y a quelque chose qui est assez central. Alors, je ne sais pas si c'est une impression, peut-être que vous me corrigerez, mais c'est les clichés autour des questions de sexualité. Oui. Et on voit que même aujourd'hui, le monde arabo-musulman est vu comme profondément pudibond, où c'est tabou. Et alors que avant, il y avait peut-être d'autres tabous. Enfin, il y avait d'autres clichés. L'idée qu'au contraire, c'était la liberté sexuelle, même l'homosexualité. Alors, c'était pas le terme, mais il y avait le vice turc, c'est ça, Oui, oui. dans l'Empire ottoman. Pourquoi il y a une telle fascination autour de ce sujet-là? Vous avez une explication sur ça? Alors, c'est vrai qu'il y a une complète inversion qui s'est opérée, et qui s'est opérée de manière assez tardive, je dirais. Jusqu'à la fin du 19e siècle, voire début du 20e siècle, il y a un grand mépris et une forme de dégoût pour ces sociétés, en raison notamment de cette tolérance pour les relations entre hommes, Ouais. accessoirement entre femmes, mais on parlait surtout des relations entre hommes. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église part toujours en guerre contre toute familiarité avec le monde maghrébin, tous ces gens qui partent tenter l'aventure sur les côtes barbaresques. Pour elles, c'est le risque qu'ils finissent à donner au vice turc, comme on l'appelait à l'époque. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une caractéristique constante, le fait que les relations entre hommes bénéficient d'une forme de tolérance sociale. Et effectivement, il y avait cette idée que le désir pour un jeune éphèbe pouvait être licite. Alors, la question des relations sexuelles, c'est plus en débat. Ouais. Mais en tout cas, exprimer du désir ou vanter la beauté, admirer la beauté d'un jeune éphèbe, ça, c'était pas un problème. Il y a quantité de personnages, y compris religieux, qui ont composé des vers. Un homme pourrait déclarer l'amour à un autre homme, c'est ça? Un jeune homme, oui. Un jeune homme. Un autre Plutôt homme. un jeune homme, d'accord. Un jeune homme, un jeune éphèbe, oui. Un jeune garçon. Et dans la poésie arabe ou turque ou, a fortiori, perse, on trouve vraiment les mêmes clichés poétiques pour une belle jeune fille ou un beau jeune homme. Il y a plein de poèmes dédiés à des jeunes gens qui, dans les éditions tardives de ces textes poétiques au XXe siècle, vont être féminisés systématiquement ou vont être expurgés. D'accord. C'est-à-dire que c'est une réalité qu'on a évacuée. Donc il y avait une plus grande tolérance à l'égard des relations entre
2 hommes, mais il y avait quand même des conditions, c'est ça? Et c'était Oui. plutôt un jeune et faible qui, C'est ça. Le plutôt efféminé? critère, c'était. Mais là-dessus, il y a plein d'études Mmh. tout à fait intéressantes de spécialistes de littérature, notamment. Le critère, c'était l'absence de barbe. Voilà, D'accord, OK. voilà, voilà. Au point OK, que, voilà, d'accord. au point que certains jeunes gens se rasaient la barbe pour rester jeunes plus longtemps, rester désirables plus longtemps. Et c'est comme ça qu'on arrive à la figure de l'efféminé ou de personnages qu'on appelle mukhannath. Oui. Et est-ce que c'est risqué de parler de hétéro, homo, à l'époque où on peut où il y a ça commence à Dans ces périodes, alors, il la y a, binarité, c'est-à-dire que c'était des sujets dont on discutait de manière assez libérale. d'accord. Et C'est notamment, pas un tabou de discuter de ces sujets-là? non, Et même la sexualité, c'était pas un tabou? c'était pas un tabou. Alors ça aussi, c'est Ça, une c'est aussi chose. je veux dire, j'ai l'impression même que Eh oui. les musulmans d'Europe sont beaucoup plus européens que l'histoire des musulmans où j'ai l'impression que quand on relit les textes Oui, d'avant, mais bien sûr. c'était libre de Mais parler bien, de sexualité, bien sûr, moi j'ai été surprise par exemple de voir qu'il y a des hommes qui parlent de la question de la menstruation féminine, D'accord, ouais. alors qu'on a aujourd'hui en tête l'idée, le dégoût du corps des Ouais. femmes, la misogynie. Bon. Et donc c'est des sujets qui étaient complètement abordés, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a eu, y compris des épîtres, en gros des sortes de discussions entre celui qui préfère les femmes et celui qui préfère les hommes. D'accord. Et donc, c'est des sujets dont on parlait de manière ouverte, ce qui ne veut pas dire que la tolérance était Oui, générale ouais, partout, ouais. tout le temps. Il y avait des moments où ça crisait. Voilà. D'accord. Il y a aussi, alors il y a quelqu'un qui demande: «Cette féminisation au 19e sont liées à des processus de colonisation ou c'est des dynamiques purement locales?» Ah, c'est une question en fait plus compliquée qu'elle ne Qu'elle n'a pourrait l'air, ouais. penser, qu'elle n'a l'air, effectivement, parce que je pense qu'il y a à la fois une dynamique interne et une dynamique externe liée effectivement à la colonisation. Alors, la dynamique interne, je pense que c'est à l'échelle du monde, il y a un processus, disons, de nationalisation, de passage à la nation, Ouais. avec l'idée du citoyen et de la citoyenne, enfin en tout cas de l'homme et de la femme comme base d'une société, politique et civique. Et donc il y a une forme de dichotomisation du genre qui s'amorce, je pense, y compris dans les sociétés islamiques. On voit aussi qu'il y a des réformes politiques qui amènent à une plus grande masculinisation de l'État. Oui, oui. C'est-à-dire que les cadres de l'État, on va les envoyer se former dans des écoles militaires, où on va leur Ouais. créer des écoles militaires, on va leur créer des écoles de langue, des écoles d'ingénieurs, des écoles de médecine. Et là, les femmes vont être exclues Oui. de ce recrutement. Alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant dans les négociations politiques, dans tous les processus de fabrique du pouvoir, finalement, elles étaient partie prenante. Là, elles se retrouvent marginalisées. Donc il y a une forme de tournant, spécialement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et par ailleurs, il y a, je pense, l'intériorisation de ce regard méprisant de l'Occident, qui ne concerne pas d'ailleurs seulement les sociétés musulmanes. Là, il y a eu un livre qui a fait date, un des premiers sur ces sujets, de Sinha, qui s'intitule L'anglais viril et le bengali efféminé. Ouais, bah oui, oui. Donc c'est sur la question. Le processus s'est reproduit dans d'autres C'est territoires. ça. Voilà. Ouais. Donc le principe, c'est le colon a la juste virilité, la bonne masculinité, alors que le colonisé, il est en défaut, soit par manque, soit par excès. Tantôt, c'est l'efféminé qui est mou, qui arrive à rien, voilà, qui est paresseux, ou qui ne sait que s'adonner au plaisir. Tantôt, c'est l'excès de puissance, au contraire, donc il ne sait pas... Le barbare, et qui ne sait pas se conduire avec les femmes, qui les opprime. Et donc, je pense qu'il y a eu l'intériorisation de cette critique, ou de ce regard critique, comme cause de déclin, finalement. C'est toute la problématique de la fameuse Renaissance, la Nahda de la fin du 19e siècle, où on a commencé à réfléchir sur la condition de la femme. Alors cette fois, c'était devenu un archétype, c'était pas les femmes, c'était la femme, pour essayer de
de comprendre quel était son juste rôle et ce qu'il fallait réformer en quelque sorte. Dans mes souvenirs, c'était ceux qui voulaient un peu moderniser le monde arabo-musulman, mais sur le modèle européen, c'est ça, genre, rattraper le retard. L'idée de base, c'était de Entre guillemets, rattraper le retard. Voilà, il y avait plein de publications qui disaient, comment est-ce que l'Occident a progressé et comment nous sommes restés en retard. Donc, quelles sont les causes de notre retard? Intériorisation de la notion de retard. Et là, il y a eu toutes sortes de propositions en réalité. En gros, mais vraiment en gros, de manière schématique, il y avait ceux qui voulaient revenir à des valeurs musulmanes ou traditionnelles, une régénération de l'intérieur, et ceux qui prônaient plutôt une forme d'imitation de l'Occident, ou en tout cas reprendre la modernité à l'occidentale. Et c'est ce second groupe qui a gagné. D'ailleurs, des gens, je prépare la deuxième série de vidéos autour de l'islam, et on va parler de Al-Afghani. Oui. Qui est une grande figure aussi de ça, figure assez atypique, quoi. Oui, tout à fait. Qui est vu comme le père de l'islamisme, mais c'est loin des clichés qu'on a. On verra, vous verrez sur le deuxième épisode. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'on peut considérer les Mouhanat comme des personnes trans? Là, on est dans l'anachronisme, non? Pardon. Est-ce qu'on peut considérer les Mouhanat, je pense que ça se prononce comme ça, comme des personnes trans? Je voudrais voir le mot. C'est Almir Almari. C'est en rouge. Alors. C'est après les Saouds, au-dessus de les Saouds ont gagné. Je devrais changer mes lunettes, peut-être. C'est là. Ah oui. Les Mouhanat comme des trans. Oui. Mouhanat, c'est un terme très général. Alors, il y a eu des travaux très intéressants de spécialistes comme Everett Rawson ou Afsaneh Nejmabadi. C'est un terme, en fait, qui englobe toute une série de réalités et toutes sortes de fluidité du genre référées au masculin. Donc, il y a eu effectivement des trans. Il y a eu tout simplement des formes de masculinité inclusive sous ce terme. En tout cas, ce que discute Afsaneh Nejmabadi, c'est de le traduire par efféminé. Pour elle, c'est pas pertinent parce qu'elle dit que la référence pour ces hommes, c'était pas d'imiter les femmes, mais c'était d'imiter les éphèbes. D'accord. Voilà. La référence, c'était ça. Ah oui, d'accord. C'était une sorte de jeunesse perpétuelle. Notre genre, c'est-à-dire éphèbe, il y a une particularité du jeune éphèbe. Du jeune pas vraiment, qui en pas tant femme, que, en tant que désirable, voilà. D'accord. Oui. Ok. Oui. Ok. Oui. Alors, il y a plein de questions qui pop dans ma tête. Il y a une référence au film 300. Je ne sais pas si vous avez vu le film 300, mais c'est plein de clichés comme ça avec le dirigeant perse extrêmement efféminé. On a vu il y a aussi un autre truc qui fascine beaucoup, c'est la question de la polygamie. Oui. Ou plutôt, devrait-on dire, la polygynie, c'est ça? Oui, il peut y avoir les deux. Polygamie, c'est quand il y a mariage. D'accord, c'est ça la différence. Voilà, c'est juste quand il y a mariage. Et polygynie, c'est quand on a plusieurs partenaires sexuels. D'accord, moi je pensais qu'il y avait un terme qui était spécifique pour si c'est un homme avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. Mais dans notre cas, à nous, qui nous concerne, c'est un homme avec plusieurs femmes. Et est-ce que ça aussi, ça a beaucoup, et même encore aujourd'hui, le fantasme autour de la polygamie et tout. Et à l'époque, il y avait aussi une fascination autour de ça. C'est un sujet qui fascinait les Européens. Et est-ce que dans la réalité, c'était quelque chose d'extrêmement courant? La polygamie, nous, comme je le disais tout à l'heure, dans la société, il y avait qu'une minorité d'hommes qui avaient des grands gynécées avec beaucoup de femmes. Bon. Pourquoi ils avaient beaucoup de femmes, d'ailleurs? C'est souvent parce qu'on leur donnait beaucoup de femmes. D'accord. On leur donnait, c'était pas seulement qu'ils le souhaitaient, mais c'était une façon de les mettre sous leur protection, ou c'était une façon d'avoir quelqu'un dans la place. On donnait des femmes, pas seulement aux grands personnages politiques, mais aussi aux grands personnages religieux. D'accord. À la fois pour une forme de baraka, et puis aussi parce que ils avaient des moyens, et c'était à la fois une possibilité pour
pour avoir des alliés, tout simplement. Ouais. Et donc, ces notables se retrouvaient souvent avec beaucoup de bouches à nourrir. Ouais, oui, ça Oui, et coûte il y a cher, cette quoi. dimension aussi, ça faisait partie de leur prestige. Ouais, Et bon, je pense qu'en bien des cas, sexuellement, ils ne touchaient pas ouais, nécessairement à ouais. toutes ces femmes qu'on leur donnait. Ils pouvaient les redistribuer, ils pouvaient les donner à des membres de leur entourage, ils pouvaient les offrir pour certaines. Mais on ne voit pas de fascination vraiment, comment dire, il y a un moment fort, un temps fort, effectivement, c'est le règne de Moulay Ismaïl, fin XVIIe siècle, Ouais. début XVIIIe siècle, où tout d'un coup, comme il est dans un processus de concentration du pouvoir, un peu en même temps que Louis XIV, hein, c'est Ouais. ça? Oui, oui, parce que C'est les ça. clichés, je veux dire, l'Europe qui parle de despotisme oriental, bon, quand on voit l'histoire de l'Europe aussi, En miroir, oui, oui, voilà. voilà. Donc, en gros, il y a aussi un projet rassembleur, Hmm. fédérateur, et ça va de pair avec justement beaucoup de circulation dans le royaume, beaucoup de tractations, beaucoup d'alliances, beaucoup de rapts et de violences aussi. Et donc, de manière quasi mathématique, ça veut dire aussi que le palais gonfle Oui. et que le nombre de femmes et d'hommes raptés gonfle. Et ça veut dire aussi que il a tout fait aussi pour augmenter le nombre de son personnel par une rafle des Noirs, en D'accord. Ouais, on va y systématisant, venir sur ça, voilà, ce processus de racialisation. c'est ça, en raflant les Noirs du royaume. Et donc, du coup, on a eu des chiffres qui ont été jugés tout à fait Mirobolant. oui, mirobolants, impressionnants, Ouais. qui n'étaient pas forcément plus importants que ce qu'on pouvait trouver en Perse ou ailleurs, ou dans d'autres États, mais qui ont impressionné les observateurs européens. Mais pas forcément tout de suite avec, comment dire, une sorte d'excitation sexuelle. D'accord, ok. Non. C'est juste, ouais. Et ça me fait aussi penser, là, sur tous les thèmes de la polygamie, vous disiez aussi qu'il y avait beaucoup de femmes ou d'hommes célibataires et tout. Oui. Est-ce qu'il y avait un... Parce que autour de la famille, on a tout un discours de ah, il faut revenir à la tradition. Et quand on parle de tradition, les valeurs et tout, on a l'idée de la famille nucléaire. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que les modèles familiaux étaient beaucoup plus divers qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'ils étaient plus divers, mais pour être honnête, le nombre d'études qu'on a sur les familles n'est pas si Ouais, important que ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des trous, on a des études, ouais. mais il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de lacunes. Donc, il y a du travail à faire en ce sens. Mais comme je vous le disais, de toute façon, toutes ces périodes sont sous le signe d'une grande vulnérabilité Ouais. des vies, tout simplement, pour des raisons démographiques, pour des raisons d'instabilité, simplement, des sociétés, du fait des guerres, du fait des invasions, du fait des troubles épidémiques. Oui, des crises sanitaires. Oui, c'est ça. Et du fait de la mobilité aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, par exemple, pouvaient partir en mer, disparaître pendant des années. Ouais. Bon, ils pouvaient avoir une autre famille ailleurs. Ouais. Ceux qui partaient en pèlerinage, parfois, avaient des femmes D'accord, sur ouais. toutes les étapes. Ceux qui commerçaient au sud du Sahara pouvaient avoir des épouses au sud du Sahara et puis Ouais. d'autres de l'autre côté. Enfin, donc, il y a une grande variété, je pense, oui, des modèles familiaux. Ouais. Et ce qui est aussi central dans votre livre, on va en parler un peu plus là, c'est que les clichés autour des femmes Oui. et qu'on a l'impression des femmes passives, sans capacité d'action. Et il semblerait que la réalité, encore une fois, est beaucoup plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi des exemples de ces capacités d'action? Elles avaient des moyens de mobilité sociale, c'est ça? Elles pouvaient aussi agir sur la société?
C'est pas juste des femmes qui transgressent, il y a aussi, Non, c'est pas des femmes qui parce qu'on a l'exemple de ça, Voilà, genre c'est il y a ça. 2-3 exemples, elles ont transgressé les Exactement. normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des livres entiers là-dessus, sur les femmes fortes, les femmes puissantes. Il y a toute une historiographie féministe qui met en relief justement les femmes fortes de ces sociétés musulmanes, avec le postulat qu'elles ont renversé les murs du harem, qu'elles ont brisé l'interdit, qu'elles ont subverti les normes, etc. Or, moi, je pense que dans la plupart des cas, si elles arrivaient à des positions de pouvoir, ça pouvait être aussi poussé par leur groupe ou avec l'accord de leur groupe d'appartenance et pas du tout, et pour aider leur groupe, et pas du tout dans une forme de rupture. D'un point de vue même féministe, c'est important de retrouver le sens de cet accord avec la famille, le lignage, la société d'appartenance, plutôt que l'idée de rupture. Alors sinon, de manière concrète, on a beaucoup d'exemples de femmes qui commercent, par exemple. Ouais. Ah bah oui. Dans les actes notariés, on voit des femmes qui vont proposer le mariage à un étranger de passage. D'accord. Ah, c'est d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, oui, Ok, c'est ça. Qui proposent. C'est quand même, là aussi, contre-intuitif. On a des juristes qui disent périodiquement qu'il ne faut pas que les femmes aillent faire seules le pèlerinage. Elles ont besoin d'un tuteur. Ouais. Mais s'ils le répètent, ça veut dire qu'elles le font. D'accord, oui. Bon, oui, donc, oui, ils ont besoin de rappeler ça, c'est que voilà. on a. Ok. Donc en fait, on a cette actorialité. Et bon, moi j'ai plus spécialement étudié l'actorialité féminine dans le contexte politique, de montrer un rôle d'intercession, de médiation, par exemple, qui était fréquemment incarné par des femmes, mais c'est à tous les niveaux de la société qu'on voit une actorialité féminine, mais débordante. Et même les femmes qui ne sortaient pas de chez elles, c'est-à-dire celles qui, en raison de leur haut statut social, de leur rang social, étaient confinées chez elles, ça c'était une minorité. Pour qu'il y ait quelques femmes qui ne sortent pas, il fallait qu'il y ait autour d'elles tout un ensemble de servantes, de domestiques, d'esclaves, qui aillent faire leurs courses, qui aillent porter leurs messages, qui aillent espionner pour elles, etc. Elles avaient leurs yeux et leurs oreilles. Oui, il y avait des réseaux, donc il y avait toujours un contact plus ou moins avec. Oui, donc c'était des femmes aussi. Ouais. Pourquoi on pense toujours à celles qui sont enfermées et pas à celles qui sortent? Alors, Molsfolox, alors c'est ça. On parle de harem et sultan. Tout ce qu'on discute là, les gens depuis 30 minutes, c'est dans les 3 tomes de Harem et Sultan. Les gens, c'est 2100 pages, c'est énorme, c'est un travail extraordinaire. Donc parce qu'eux, ils croient qu'on va parler que du harem et du sultan. Et non, c'est tous ces sujets qui sont. Oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai conçu comme un ouvrage un peu complet pour donner une autre image, une autre idée de toute l'histoire finalement des sociétés islamiques. Je dis à partir du Maroc parce que c'est un cas d'ancrage, mais à partir de là, j'essaie de poser des questions plus générales, pas seulement sur la question du genre et la question du politique, mais de donner à voir effectivement, comme on le dit depuis tout à l'heure, des sociétés qui sont en mouvement, qui bougent, qui sont fréquemment en rapport avec l'Europe et même en intrication avec l'Europe, mais pas seulement. Et de donner aussi une idée un peu concrète et des images contre-orientalistes, enfin, essayer de faire une iconographie contre-orientaliste, mais de donner aussi une image un peu concrète même des cadres de vie, du goût de la vie, des rythmes de la vie. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de donner à voir vraiment à quoi ressemblait l'existence dans ces sociétés. Et du coup, on n'est pas obligé de tout lire. On peut ouvrir, lire quelques pages, fermer. Oui, c'est pratique. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait des images ou des idées contre-intuitives qui s'impriment. Effectivement. Et il y a donc on montre qu'il y a toujours avec la rencontre avec l'Europe et notamment les conquêtes ibériques et tout. Il y a la rencontre. Et est-ce qu'il y a tout de suite un processus d'altérisation où il y a plutôt des échanges? Est-ce qu'il y a une période dans laquelle où là vraiment on va construire cet Orient qui va permettre aussi de construire l'Occident? Oui. Alors effectivement,
les conquêtes ibériques, elles commencent assez tôt au Maroc, donc 1415. Ouais. Là, c'est le début d'un processus assez têtu de grignotage donc des territoires marocains. Donc il y a une vraie colonialité qui s'enclenche à ce moment-là, avec des réactions anticoloniales, mais on ne voit pas d'altérité forte qui se Ouais. dessine dans ces périodes. Vraiment, au contraire, je dirais même que souvent, en dépit de l'adversité ou même de la haine qu'il peut y avoir, puisque les gens se battent entre eux, Ouais. quoi, il peut y avoir un même discours de l'honneur, Oui. des valeurs communes, y compris des valeurs chevaleresques, qui sont partagées. Et puis, l'esclavage, c'est une pratique commune. Avoir des concubines, c'est une pratique commune. Avoir des mignons, je dirais, c'est une pratique commune. Donc, il y a Il y a des pas... points communs. Il y a quantité de points communs et ils trouvent des accommodements pour vivre ensemble. Il y a des cohabitations, des coexistences. Donc, c'est pas là que c'est pas immédiat. Ouais. C'est plutôt dans un deuxième temps qu'on voit se dessiner une barrière de l'altérité euh, qui est peut-être plus sensible dans un premier temps à partir de la littérature de langue anglaise. Mhm. Et puis qui va s'étendre et se généraliser à la plupart des écrits de l'Europe occidentale. D'ailleurs, sur les conflits armés et tout, vous montrez que les femmes dans le monde du Maghreb ne sont pas totalement étrangères. Elles sont présentes aussi Elles sont présentes dans les champs de bataille, tout à fait, oui, aussi. Ça, c'est une autre façon de combattre le schéma du harem, de montrer qu'elles sont présentes sur les champs de bataille pour assister les troupes. Et puis, souvent, la guerre se faisait avec des tribus ralliées qu'on Ouais. mobilisait le temps d'une campagne. Et ces tribus, elles venaient en famille. Ouais. Et donc, il y avait les femmes qui pouvaient aider les hommes pardon, à recharger les armes, par exemple, Ouais. ou leur apporter de l'eau sur le champ de bataille. Enfin, je veux dire, on les voit concrètement, même sur des Active, images. Oui. ouais. Et l'altérisation qui se fait, qui commence à se faire de plus en plus forte, elle se base sur quoi? Est-ce que c'est sur le religieux? Est-ce que ça va être la confrontation entre chrétiens et musulmans? Ou est-ce que ça se fait tout de suite sur des critères ethniques, raciaux? Alors, moi, ce qui m'a surprise, c'est que les critères religieux, finalement, en dépit de tous les discours d'exécration de l'islam Ouais. au Moyen-Âge et de tous les discours sur le faux prophète, Ouais. etc., on ne les voit pas tellement surgir dans un contexte politique. D'accord. On ne les voit pas. D'ailleurs, il y a périodiquement des notables politiques maghrébins qui sont accueillis en Europe, qui fuient, Mhm. qui sont accueillis à bras ouverts souvent, qui viennent avec plusieurs épouses et on leur fait pas la guerre pour ça. Enfin, Mhm. il y a des arrangements. Ouais. Et donc, c'est pas un critère d'altérité fort en soi. C'est plutôt sur une base raciale qu'on voit naître la barrière de l'altérité. D'accord. Et Oui. ce critère racial, il apparaît dès le départ ou ça aussi? Non, on le voit surtout surgir. Alors là, je parle toujours à partir du terrain Ouais. marocain, hein, Oui. qui est mon terrain d'enquête. On le voit surtout surgir à partir de la conquête du Soudan à la D'accord. fin du XVIe siècle Ok. par les Saadiens. C'est-à-dire que l'empire construit par les Saadiens a bénéficié d'un certain prestige. D'abord, on parlait d'un empire, hein, Mhm. déjà, et il a bénéficié d'un certain prestige, mais le critère coloriste, disons, se dessine de plus en plus. Dire qu'on va juger les interlocuteurs déjà en fonction de leur phénotype. Celui-là est noir, celui-là est moins noir, celui-là... Voilà. Et on voit toutes sortes de caractéristiques. Il est noir, mais Ouais. agréable. Mais, voilà. Et on voit toutes sortes de caractéristiques qui viennent s'accoler à tout ça. Et puis, c'est dans le cours du XVIIe, XVIIIe siècle, là, on voit pour le coup, d'une manière plus précoce que je ne pensais, un racisme franc Ouais. en fonction de la couleur de peau. Ouais. Parce que pour vous, cette lecture raciale, le début de racialisation dans le monde arabo-musulman, il n'est pas qu'une importation, il y a une négrophobie qui naît aussi localement.
Alors, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Pour moi, j'ai tendance à penser, on peut en discuter, mais j'ai tendance à penser que la négrophobie à laquelle on assiste aujourd'hui dans l'ensemble du Maghreb, liée aux migrations subsahariennes, c'est un phénomène moderne et c'est un phénomène récent. Ok. C'est un phénomène récent. Il y a eu un racisme anti-noir, ça c'est évident, on peut en trouver des traces dans toute l'histoire du monde arabe. Mais en même temps, il faut voir que l'histoire du Maroc spécialement a été tissée, tramée d'interpénétration étroite avec les sociétés subsahariennes. Interpénétration par l'esclavage, bien sûr, donc subie par les subsahariens, mais aussi de circulation libre. Et notamment, je citais le cas de Moulay Ismail, par exemple, tout à l'heure, lui-même était né d'une esclave noire. D'accord. Oui. Et donc, quantité de grands dirigeants de cette époque, ou d'aristocrates, ou de grands notables, étaient nés d'une esclave noire. D'accord. Il y avait une pratique dans ces périodes, quand un garçon devenait pubère, on lui donnait une esclave. D'accord, ok. Bon, ça c'était dans les familles qui avaient les moyens, bien sûr. les moyens d'avoir des esclaves. Pour éviter qu'il aille chez les voisins. Ah, d'accord. Bah oui, bien sûr, pour l'occuper. Et pour éviter les problèmes, que ce soit dans la famille ou dans le voisinage, on lui donnait une esclave. Et donc, du coup, les premiers-nés étaient souvent nés d'une esclave noire, ses premiers enfants. D'accord, bah oui. Et donc, du coup, on a toute une société où, y compris les élites, et à commencer par les élites, étaient nés sous le signe de ce métissage. Et donc, pour eux, leurs mères étaient nécessairement des femmes dignes. Enfin, bah oui. Voilà, et eux-mêmes se considéraient comme pleinement légitimes. Et c'est pour ça que faire remonter la négrophobie à ces périodes... Alors, oui, vous voulez dire la négrophobie qui s'exprime actuellement a plus en lien avec la modernité qu'avec cette histoire-là. Mais par contre, il y a eu... en revanche, il y avait de racialisation. Voilà, il y avait un regard négrophobe, effectivement, de la part des Occidentaux. Ça, c'est très, très clair. Et quand il y a un épisode qui est très connu, qui a fait rire beaucoup la cour de France, c'est quand le sultan Moulay Ismail, toujours le même dont je parle, a envoyé une lettre pour demander en mariage une des filles de Louis XIV, la princesse de Conti, qui était une princesse bâtarde, en l'occurrence, mais peu importe, ça a fait rire tout le monde. Même La Fontaine a composé des vers pour se moquer de Moulay Ismail. Mais on se moquait de lui aussi parce que c'était un noir, considéré comme un noir. Est-ce qu'il y avait des... Donc là, on a un racisme franc et bien plus précoce que ce qu'on a généralement en tête, où on pense au racisme scientifique et élaboré du 19e siècle. Oui, il y a les prémices de ce qui va ensuite être élaboré scientifiquement. Est-ce qu'il y avait des liens qui se faisaient à l'époque entre esclaves, noirs, et donc s'ils sont noirs, ils sont esclaves, et s'ils sont esclaves, ils sont noirs, ils ont des caractéristiques négatives. Est-ce que ça prenait corps dans ces sociétés-là ou pas, dans le Maghreb? Alors, c'est une question délicate et là aussi, je dirais, contre-intuitive, parce que pour nous, esclave, ça veut dire nécessairement au bas de l'échelle. Voilà. Oui. Alors que dans toutes ces périodes, les sociétés islamiques ont connu aussi un esclavage qui pouvait être... un esclavage élitaire, avec des élites économiques. C'est ça, j'ai plus le nom, il y a un corps de mercenaires esclaves ultra puissant dans le monde arabe de l'époque. Mamelouks, vous montrez, oui, c'est ça, il y a eu les Mamelouks, et c'est ce que vous montrez, c'est que c'est assez fou à dire, mais il pouvait exister une mobilité sociale, même pour les esclaves. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que c'était mieux que... Non, je pense qu'ils auraient préféré être libres, bien évidemment. Mais il y avait une possibilité non seulement d'acquérir de la richesse, mais une possibilité d'acquérir beaucoup de pouvoir. Et donc, un certain nombre de grands personnages de l'État étaient d'origine servile. Donc ça casse un petit peu nos attendus, nos préjugés par rapport à ces questions, ce qui n'ôte rien, évidemment, au caractère monstrueux de l'esclavage. Bien sûr.
Bah, d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a fait avec Marmed Waldi, Oui, où on parle de, et notamment il dit les esclavages, parce qu'on a une version unifiée des esclavages. Alors il n'est pas question de dire qu'il y a des esclavages meilleurs que d'autres, mais qu'il y avait oui, des logiques différentes selon le mode de production de c'est ça. l'esclavage. Et dans les mondes arabo-musulmans, parce qu'on a trop tendance à parler de l'esclavage musulman, sauf qu'il n'est pas le même Mm. selon le territoire géographique. C'est vrai que de plus en plus aussi, on parle de dépendants. C'est-à-dire que on sort de l'opposition simple entre le statut libre et statut servile, et on montre qu'il y a des formes de dépendance, de clientèle. Mmh, mmh. Merci Catharsis qui met les liens, il avait mis aussi les liens des livres que vous aviez, cités. Merci beaucoup, Catharsis, pour ça. Et il nous reste une vingtaine de minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et donc on voit qu'il y a une forme de mobilité sociale et paradoxalement, avec l'arrivée de la «modernité» entre guillemets et tout, il y a une rigidification, c'est ça? Ça devient, il y a les femmes vont être un peu exclues de l'espace de pouvoir et on a une vision un peu, plus, c'est plus difficile d'avoir une mobilité sociale? Euh, on peut retenir en effet un schéma de ce type. Disons que un certain nombre d'historiennes féministes pensent qu'il y a même, avec la colonisation, une forme de renforcement du patriarcat ou une Mmh. chape patriarcale qui va tomber sur les femmes. En tout cas, le fait de ne plus être dans des logiques, disons, familiales ou lignagères, va fragiliser les femmes. Je Mmh. m'explique. Quand une tribu ou une grande famille ou une petite famille, enfin, envoyait un fils ou une fille à la cour ou auprès d'un grand notable pour créer un lien de patronage, pour avoir quelqu'un de puissant, enfin, Mmh. un relais avec des puissants, bah, ce qui comptait, c'était d'avoir quelqu'un dans la place. Ouais. Que ce soit un garçon ou une fille, Non, à la c'est limite, triste, ouais. voilà, c'est ça. Il fallait qu'il y ait un retour Ouais. sur investissement, en quelque sorte. Voilà. Et donc, du coup, ça laissait une marge d'action Ouais. pour des femmes. À partir du moment où, par exemple, les politiques fiscales vont taxer des individus Ouais. et non plus des groupes, cette logique de groupe, elle s'efface et on est de plus en plus dans une dichotomie masculin-féminin Ouais. et du coup avec un partage plus strict des rôles qui devraient être masculins et des rôles qui devraient être féminins. Mmh. Et à ce jeu-là, les femmes Ouais, sont ont été perdantes, perdantes. Ben ouais. oui, c'est ça. Donc plus il y a de binarisation du genre, plus il y a de dichotomisation des rôles, et plus les femmes sont en galère justement pour faire reconnaître leur actorialité et a fortiori pour la faire reconnaître de manière égale à celle des hommes ou semblable à celle des hommes. Bah, on pourrait faire un parallèle avec la thèse de Federici sur même ce qui s'est passé en Europe et qu'elle ne dit pas que avant c'était la belle vie pour les femmes, mais et qu'il existait un patriarcat même dans l'époque médiévale, mais que la modernité a effacé des espaces qui étaient des espaces de pouvoir pour les femmes Oui, et que là, ça les a rejetés vraiment dans le domestique et qu'elles étaient vraiment encore plus à la merci de leurs hommes qu'il y avait dans. c'est ça. Ouais. Et le modèle colonial, en plus, a accentué un partage entre, en gros, le politique qui serait masculin et le domestique Oui. qui serait féminin, avec notamment toutes ces dames patronesses et autres qui ont créé des écoles pour les filles, pour leur apprendre à broder, pour leur apprendre à coudre, pour leur apprendre à être propre. Enfin, et donc, ce cantonnement domestique aussi a joué. Ouais. C'est-à-dire on leur a pas appris à devenir elles-mêmes doctoresses. Ou... Mmh. Et est-ce que ça va entraîner, ce rejet des femmes des sphères de pouvoir? Est-ce que ça va entraîner une résistance qu'on pourrait qualifier de féministe? Et il y a aussi l'idée reçue que oui, mais dans le monde arabe, le féminisme est né d'hommes. Alors, ça, c'est une idée qui est combattue à l'heure actuelle par un grand nombre d'études qui montrent justement, c'est symptomatique de cette prise de pouvoir masculine Mmh. que de dire que le féminisme a été opéré dans le monde arabe par des hommes, les fameux Qasim Amin, Tahar Haddad, etc., au détriment des femmes féministes
qui Ouais. sont systématiquement occultés dans ce narratif. C'est-à-dire qu'on passe à un schéma où ce sont les hommes qui sont censés octroyer leur Ouais. liberté aux femmes. Et on a effectivement minoré le rôle de féministes du monde arabe et musulman dans cette affaire qu'on est en train de redécouvrir. Mais un point important qui est mis en exergue aussi, c'est que ce féminisme-là, qui est souvent d'ailleurs initié par des femmes de grandes familles aristocratiques ou bourgeoises, qui est un féminisme assez élitaire socialement, il était lié aussi à un désir d'émancipation anticoloniale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation de la nation qui va de pair avec le projet féministe. Ouais, c'est lié entre les deux. Voilà, c'est-à-dire c'était pas se retourner contre sa société, c'était au Ouais. contraire l'accompagner pour la transformer. Oui, il faut le lire dans le contexte. Et est-ce que je pense à des. J'aimerais bien. Alors, ça, c'est plutôt pour une curiosité personnelle. Les travaux de Fatima Mernissi, par exemple, vous conseillez. Moi, j'avais lu le Harem et le politique, je crois, sur la vie du prophète par rapport à ses relations avec les femmes. Et elle revenait aussi sur le fameux hadith qui a Oui, justifié. D'ailleurs, petite parenthèse, ce hadith qui a justifié l'exclusion des femmes du pouvoir politique, parce qu'il y aura un hadith qui dirait que si oui. des femmes s'occupent de la politique, le pays va s'effondrer, entre guillemets. Est-ce que lui, il était déjà cité à l'époque ou c'est arrivé tardivement? Et les travaux de Fatima Mernissi, est-ce que c'est à recommander? Alors, c'est une vaste question. Alors, d'abord, si vous permettez, pour revenir à la question précédente, je voudrais mentionner le livre de Abir Krefa et Amélie Sabat-Le Renard sur la question des féminismes, parce qu'elles font le point sur ces questions. Et C'est le genre au Moyen-Orient, c'est ça? Ou c'en est un autre oui, oui. sur le livre? Vous Euh, n'avez pas dit le titre. le titre, Mais je pense que. je crois que c'est Genre et féminisme. D'accord. Si quelqu'un peut trouver le lien pour Le titre. poster Voilà. sur le chat. Pardon pour Y a pour pas ce de trou souci. de mémoire. Et donc, la question de Fatima Mernissi, qui est une grande figure féministe, c'est une question complexe et on pourra en discuter Oui. pendant 2 heures, parce que Mernissi, c'est une penseur qui a beaucoup évolué dans son parcours. C'est-à-dire qu'elle a commencé par publier ses premiers livres, d'abord en langue française ou anglaise, avant qu'ils soient traduits en arabe. Elle les a publiés justement en Europe, aux États-Unis. Et elle était plutôt sur un modèle émancipateur de ce type, avant de devenir une penseur de l'intérieur de l'islam, D'accord. qui a fait un des premiers travaux d'interprétation justement de la sunna, des Ah oui, hadiths. oui. Le Harem et le politique, j'étais impressionné par les références Tout à fait. des textes islamiques. Quoi. Alors C'est vraiment après, un travail de fou. une interprétation passablement autodidacte, mais avec l'audace justement d'y aller, et il faut cette audace pour s'en emparer, comme elle l'a fait, et donc elle a initié tout un courant. Beaucoup de féministes musulmanes ou islamiques, selon le nom qu'on veut leur donner, se réclament de Mernissi et sont à leur tour dans ce processus d'exégèse tout à fait important et indispensable. Après, le hadith qu'elle évoque, on le retrouve dans toute une série, sous cette forme ou une autre, on le retrouve dans toute une série d'ouvrages de conseils aux princes, par exemple, qui disent attention, il faut se méfier de l'ingérence des femmes. Ça veut dire ne te laisse pas influencer par des favoris, c'est ça que ça veut dire. Il y a tout un discours misogyne, effectivement, sur la place des femmes en politique qui ne devrait pas être... Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai que elle s'inscrit vraiment dans le mode de pensée, en fait, dans le paradigme islamique, parce que dans le livre, elle essaie de montrer en quoi, même selon les règles islamiques, il faudrait rejeter ce hadith, comme quoi il ne serait pas sûr. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller lire. J'avais beaucoup aimé ce travail. J'aurais 2 dernières questions, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, même 10 minutes. La dernière question, ce serait une question de journaliste, de journaliste BFM. La première, c'est en quoi votre travail d'historien qui déconstruit les clichés peut nous aider pour comprendre la période actuelle, et en quoi il peut nous être utile?
Alors, j'espère bien qu'il est utile, ce Moi, je le travail, pense parce aussi. que c'est dans cet esprit que je le fais. Moi, j'essaie de militer avec mes armes de chercheur, et donc, pour moi, je l'assume. C'est un travail, oui, qui a une vocation civique, mais sans concession à la scientificité ou, je veux dire, aux règles de la rigueur. C'est pour ça que c'est gros, comme je Oui, l'ai dit, voilà, ça pour qu'on demande. puisse tout vérifier. Ouais, ouais. Alors, en quoi est-ce que ça peut aider? Pour moi, l'important, c'est de savoir qu'on peut réellement prendre des forces en se nourrissant d'une histoire qui est comprise autrement, qu'on peut Hmm, comprendre autrement, qui n'est pas une histoire qui doit inspirer la honte ou un sentiment d'échec, ouais, qu'on peut au contraire s'appuyer sur voilà, une histoire qui a sa rationalité, et j'insiste, qui a sa dignité, ouais. et puis qui n'est pas si différente de plein d'histoires. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait une référence occidentale Il n'y a pas une comme spécificité. success story du politique, par exemple? Ouais, il y a pas une spécificité islamique de la domination des femmes, par exemple? Je vois pas en quoi. Hmm, Dans bien des domaines, on considère au contraire, ça peut sembler paradoxal, mais par exemple le fait que les femmes aient eu le droit d'hériter, hmm, même si c'est de part inférieure hmm. à celle des hommes, elles ont eu le droit d'hériter et donc de posséder des biens, de les gérer en propre. Leurs biens n'appartenaient pas à leurs époux, même s'ils pouvaient être piqués par un frère ou bouffés par un oncle. Mais ça, elles Hmm, pouvaient passer devant les tribunaux pour se défendre. Alors que dans les mêmes périodes, les femmes mariées pouvaient se voir dépossédées hmm, du droit de propriété, c'est-à-dire que leurs biens passaient à leur époux. ouais. Et donc, il y a même eu, par exemple, chez Lady Montagu au début du XVIIIe siècle, cette idée que les femmes musulmanes avaient plus de chances Ah ouais? que les femmes occidentales, mais oui, D'accord, ok. parce qu'elles avaient la possibilité Hmm, de posséder une fortune, de la gérer en hmm, propre, et puis qu'elles avaient une forme d'autonomie ouais. sociale, qu'elles n'étaient pas contrôlées dans le mariage comme l'étaient les Anglaises. Mais- Et donc, retrouver, sans idéalisation, oui, bien sûr, mais de voir mais aussi ce qui se faisait dans la vie de tous les jours, au-delà des grands voilà, discours. et d'avoir un regard Ouais. transversal et de vraies comparaisons, c'est-à-dire pas de comparaisons préécrites où on sait toujours qui a perdu, quoi. Hmm. Mais en plus, moi, ce que je trouve ultra intéressant dans ces travaux, c'est que c'est vraiment le grand argument et le grand objectif, c'est de montrer que ben, c'est vivant, ça bouge, ça. Je veux dire, il n'y a pas parce que tous les discours autour de la tradition, il faut revenir, ça n'a jamais été fixe. Et il y a toujours eu des gens qui ont lutté, qui ont connu des mobilités. Voilà, il n'y a pas une fois où il y a eu une tyrannie qui s'est imposée pendant 1400 ans, il n'y a pas eu d'histoire, et paf, la modernité. Voilà. Je pense que c'est aussi, ça peut ouvrir aussi nos perspectives, aussi des choses qu'on pense nouveau, que ce soit sur les relations avec les femmes, sur les relations sexuelles et tout, de voir que tout n'a jamais été fixe. Que Non, et que tout est à inventer aussi. oui, et que c'est un discours largement fabriqué. Ouais. Par exemple, on voit qu'en fait de despotisme, on a une sorte d'ébullition politique permanente. Ouais. Euh, Il y a toujours eu une créolisation. On parle aujourd'hui de créolisation, c'est pas quelque chose de nouveau. non, Il y a toujours eu un mélange. sans idéalisation, Oui. mais il y a toujours eu une interconnaissance en temps réel et effectivement des mixités permanentes. Mm. Et c'est cette notion aussi qu'il faut retrouver. Alors, qu'est-ce que ça apporte par rapport à aujourd'hui? Il y a quand même une vérité un peu amère, c'est que même sur cette base d'imbrication, d'intrication, on arrive à produire de l'altérité. Oui. Et aujourd'hui, c'est pareil. Mm. Dire qu'en fait, prenez le cas des Algériens, il y a combien d'Algériens qui ont la double nationalité, Oui. qui vont et viennent, dont l'histoire est complètement imbriquée avec celle de la France. On arrive à produire des discours aussi altéritaires que ceux qu'on entend aujourd'hui, et on arrive à régresser jusqu'à rejouer la guerre d'Algérie, quoi. Ouais. C'est ahurissant. Et j'aurais une dernière question qui serait une question de BFM. Est-ce que le monde arabo-musulman est compatible avec la démocratie? Bon, alors, j'avais écrit un papier là-dessus il y a fort longtemps. Je me rends compte, C'est encore avec les ce débats titre-là, d'aujourd'hui, quoi. je me rends compte que ça n'a pas servi à grand-chose. Ouais, ça doit être déprimant. Finalement, oui. Et alors, d'abord, cette histoire de démocratie, c'est une injonction relativement récente.
en Europe. Je veux dire, il y a encore quelques décennies, on demandait au monde arabo-musulman, comme vous dites, d'être développé. Oui. Se développer. Oui, c'est pas la question démocratique qui les intéressait. C'était pas la question de la démocratie. Et les dirigeants n'étaient pas spécialement démocrates et on était bien content de les avoir quand même. Oui. Ils étaient bien contents de les avoir. Donc c'est une injonction relativement récente. Moi, je dirais qu'il faut se défier des idéalisations de la démocratie alternative du type la charte du Mandé en Afrique subsaharienne, ou la démocratie de la palabre, ou la démocratie kabyle, démocratie au village. Il faut simplement retrouver dans les textes, dans la documentation, la manière dont on négociait en permanence le politique. Et certaines formes peuvent être qualifiées de démocratiques, c'est un regard contemporain qu'on porte sur elles. Je pense que les acteurs de ces périodes, ce qui leur importait, c'était soit d'avoir un maximum de possibilités de leur côté, soit le sens de la justice. Ouais. Il y avait un sens de la justice et de l'injustice. C'est pour ça que j'aime beaucoup la littérature de sagesse, quoi, parce que ça fournissait une sorte de lexique commun du juste et de l'injuste qui permettait la révolte, qui autorisait la révolte. Et ça, je pense que redécouvrir ce capital, ce potentiel, ça aiderait aussi à sortir de cette ornière de c'est pas compatible avec la démocratie. Puis moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'il y a certains pays, même encore aujourd'hui, vous dites cette injonction à la démocratie, on l'applique, c'est assez récent. On continue à vendre des armes par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est pas le plus démocratique des pays, quoi. Donc il y a vraiment un truc aussi variable. Écoutez, on va terminer là. Quelques petits rappels, je vais aussi rappeler les livres. N'hésitez pas à soutenir l'émission, n'hésitez pas à faire des dons, les gens sur Twitch, des bits, des petits dons Twitch. Il y a aussi YouTube et Twitch en description. Il y a le lien du Tipeee pour le Zawa Prod. Il y a aussi le lien Streamlabs. Et je rappelle, merci beaucoup, Madame Jocelyne Daclia. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des points que j'ai oubliés, quelque chose que vous voulez dire, rajouter avant qu'on termine et que je rappelle les livres? Il y aurait plein de choses que je voudrais ajouter, mais 150. Mais j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter. Je veux dire, de toute façon, vous avez tellement écrit qu'il y a 1000 sujets à aborder. Je rappelle les ouvrages. Alors, ceux que je cite, ce n'est pas tous vos ouvrages, mais j'en cite quelques-uns. Il y a tout d'abord L'oubli de la cité. Je ne sais pas s'il est encore... parce que c'est tiré de votre thèse. Oui. Peut-être que vous pouvez encore le trouver, mais L'oubli de la cité aux éditions La Découverte. Ensuite, Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, en 2 tomes. Là, c'est coécrit avec plusieurs chercheurs et chercheuses, aux éditions Albin Michel, 2011. Tunisie, le pays sans bruit, à Actes Sud, 2011. Islamicité, PUF, 2014. 2005. Ah, pardon, 2005. Ah, ça doit être la réédition, alors peut-être 2014. Non, ou alors je me trompe totalement. Je ne sais pas. 2005. Je me trompe totalement. Et c'était un ouvrage, un essai actuel, c'est ça? Oui. C'était C'était post-11 septembre. D'accord. Ouais. Donc, peut-être que si vous voulez le relire pour voir à quel point ça n'a pas bougé. C'est un essai civique, oui. Ouais. Et enfin, cet immense ouvrage en 3 tomes. Allez-y, foncez, parce que c'est extraordinaire et ça traite de plein de sujets qui nous intéressent dans ces streams. C'est Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, 14e, 20e siècle, aux éditions Anarchassis. Anarchassis. Oui. Anarchassis. Et comme vous avez dit, ne soyez pas paniqués par le nombre de pages. On peut piocher par-ci, par-là. Il y a un chapitre, il y a aussi un gros travail sur les images et tout. Donc, c'est extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup, Jocelyne. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes. Merci à Létard, Milan et Samos qui ont assuré à la réalisation. Et merci à vous, le chat et le public sur YouTube. Salut.